avons pensé. Pour mieux répondre à vos attentes, nous avons rehaussé le standing. Hôtel Le Quai d'Orsay. Better than what you imagine. Au cours des 20 dernières années, le développement de l'Internet mobile a révolutionné notre façon de consommer la musique. Si en 2002, le CD représentait 90% des revenus du marché musical, aujourd'hui, le streaming, c'est 2/3 des revenus engrangés. Le monde change et pour vous accompagner, LOG Music Entertainment est une agence de distribution digitale qui permet aux artistes et labels de distribuer leur musique à travers le monde sur plus de 250 plateformes de streaming telles que Boomplay, Spotify ou encore Apple Music. Alors n'attendez plus et rejoignez la nouvelle ère, musicalement vôtre. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette autre édition de votre émission Autant le dire. S'il n'y avait qu'un seul mot pour le caractériser, ce serait audace. Sa vie est une succession d'audace. Au mi-temps des années 2000, Cyril Bojiko est recruté à la CRTV. La télévision publique nationale fait office de Graal à côté des radios privées naissantes qui payent en monnaie de singe. Mais l'animateur ne se contente pas de cette position de confort que beaucoup lui envient et claque la porte de la CRTV. Un petit passage éclair à Canal 2 et le voilà au Canada pour une aventure nord-américaine qui dure pas plus qu'un an. Revenu au Cameroun, il lance Radio Balafon. Une dizaine d'années plus tard, la maison a grandi. Une agence de communication, une radio, la plus écoutée et une chaîne de télévision forment le groupe Balafon qui compte parmi les groupes de presse les plus importants au Cameroun. Qui est vraiment Cyril Bojiko? Comment a-t-il fait pour lancer son groupe de médias? Il en parle dans sa biographie On n'arrête pas le vent qui vient de paraître aux éditions du Muntu. Le patron de Balafon FM, il n'aime pas qu'on l'appelle le patron, sa modestie dut-elle en souffrir, est notre invité. Merci de rester fidèle à Naya TV, merci de regarder Autant le dire. Cyril Bojiko, bonjour. Jean-Benoît, bonjour. Bonjour à tous. Vous n'aimez pas qu'on vous appelle patron. Vous n'aimez pas, vous l'avez d'ailleurs dit dans votre livre, c'est une formule que vous n'aimez pas beaucoup et vous n'aimez pas vous afficher auprès de vos collaborateurs comme le patron. C'est quoi le problème? Non, parce que justement, je veux que le courant passe entre nous. Oui. Vous savez, le patron a ses revers. Le patron est toujours isolé. On attend tout du patron. Oui. C'est le plus intelligent, c'est le plus fort, le plus puissant. Donc, du coup, il déploie une énergie incroyable, mais qui parfois ne donne toujours pas un résultat escompté. Je pense plutôt qu'il faut se fondre parfois dans la masse. Il faut comprendre les gens avec lesquels nous évoluons, ne pas créer cette distance, mais créer davantage la proximité pour pouvoir communiquer sur ses valeurs, sur sa vision. Et les gens se méfient beaucoup des patrons. Ils ne se libèrent pas. Quand ils sont face au patron, ils sont coincés. Et ils n'arrivent pas à libérer leurs énergies et leurs idées. Bref, ils ne libèrent pas tout le potentiel parce que le patron. Ouais. Le patron, chez nous, est un facteur de blocage, psychologique, mental et même émotionnel. Le patron, c'est le petit Dieu, il faut s'en méfier. Ouais. Il le patron noir, ça voilà, me rappelle le titre le patron noir, disons. D'une pièce. Donc, ce titre de patron est un peu gênant et c'est trop lourd quand même pour moi, puisque le patron est avec tout le monde. Il est dans l'action,
Il monte pas, il ne dit pas seulement allons-y, il ne dit pas allez-y, il dit allons-y. Il ne dit pas faites, il dit faisons ainsi. Et ainsi, est-ce que je suis vraiment patron? Je dis, peut-être j'ai le siège de patron, mais vraiment, dans le plus sang de tête, je ne suis pas patron. Et c'est vrai que vous avez une conception assez particulière de votre rôle de patron, parce que vous l'êtes, que vous le vouliez ou non, vous êtes quand même le patron du groupe Balafon, et vous êtes l'un des rares patrons, sinon le seul patron de presse au Cameroun qui a l'antenne tous les matins. Oui, parce que je pense que ma place est encore là-bas. Je pense que j'ai encore quelque chose à donner. Je pense que les concours de circonstances m'ont conduit à être à la tête de ce groupe de presse, de ce groupe de médias, mais ne m'enlève pas ma qualité d'animateur journaliste. Et vous savez, avec ces jeunes qui viennent tous les jours, que nous devons encadrer et puis employer, il faut leur montrer. Comme disait Paul Valéry, ne m'enseigne pas, montre-moi et je ferai. Donc, je suis là pour servir d'exemple, je suis là pour vivre ce qu'ils vivent, et je suis là parce que je pense que être un exemple à suivre, c'est être un exemple qu'on suit. Alors, je l'ai dit en introduisant cette émission, vous venez donc de publier cet ouvrage, On n'arrête pas le vent, paru aux éditions du Muntu. C'est un ouvrage autobiographique ou alors ce sont vos mémoires. Alors, à 47 ans, vous faites déjà vos mémoires. Ce n'est pas trop tôt. Bon. Ou alors vous pensez que vous êtes déjà arrivé? Je l'ai pensé. Non, pas que je suis arrivé, non. Je l'ai pensé, mais je me suis dit, il y a tellement de choses dans ma vie. Il y a eu tellement d'étapes, il y a eu tellement d'histoires, il y a eu tellement de gens que j'ai rencontrés. Et je ne voudrais pas, à un moment donné, oublier. Parce que pendant que Dieu me donne encore la santé et le sens du discernement et toute la mémoire, il va falloir consigner cela. Mais ça n'a pas été de mon gré, non. Je suis arrivé là parce que les gens m'ont dit, il faut le faire, 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 il faut le faire. Et quand vous écoutez des gens vous raconter, ah, mais à tel endroit, un jour, il m'a fait ceci, à tel endroit, un jour, on a fait cela, les gens vous racontent par parcelle, par morceau ou par bribes, vous vous dites, ben, et si on consignait tout ça dans un ouvrage? Et puis un jour, j'ai donné une conférence à Houston, invitée par l'Amérique, qui avait organisé un forum économique entre les entrepreneurs, les jeunes entrepreneurs africains et le monde des affaires du Texas. Et à la fin, le consul tunisien m'a abordé, il m'a dit, mais quand vous parlez d'entrepreneuriat, c'est tellement éloquent, est-ce que vous pourrez souvent venir à Tunis parler aux jeunes de Tunisie? Et mon ami Raoul Kedi, avec qui j'étais, m'a dit, mais dis donc, mais quand tu parles d'entrepreneuriat, c'est un coup magistral que tu fais. Mais en fait, c'est plutôt ton histoire que tu racontes, ta façon de percevoir le patronat, l'entrepreneuriat, ainsi de suite. Mais c'est une expérience qu'il faudrait partager. Il me dit, gars, il faut écrire ça parce que les Américains écrivent beaucoup. Tout ce qu'ils font, ils écrivent. Même si un gars a passé un an seulement à la tête d'une organisation, en partant, il va écrire un livre sur ce qu'il a vécu là-bas. Mais toi, tu as un long parcours. Il dit, étant tout petit, je te suivais déjà, tout petit. Alors aujourd'hui, je suis ton ami, mais il faut que tu écrives. Et je me suis dit, ben, pourquoi ne pas le faire? Dans le déclic, ça a été cette invitation à Houston, aux États-Unis, à l'invitation justement de la Chambre de commerce Afrique-Amérique de Houston aux États-Unis. Vous le dites, ça a été le déclic. Et il y a également eu cette distinction qui vous a été remise ici à Douala par l'adjoint au maire de Houston. Alors, c'était quoi cette distinction? Alors, justement, parce que quand je finis cette conférence-là, cette rencontre, nous sommes le 17 mai. Et le 20 mai, il y a donc la journée de l'Afrique à Houston, African Days, c'est le 20 mai. Et ce 20 mai, j'appelle au Cameroun pour demander est-ce que mon nom était sorti sur la liste des personnes qui prendront les médailles. Auquel cas, je pars à l'avion pour rentrer. On me dit, ah, ton nom n'est pas sorti. Je dis, ben regardez encore très bien, peut-être mon nom est là, ça fait depuis longtemps qu'on promet cette médaille. On dit, non, on a bien regardé, il n'y a pas ton nom. Et je vais sur Internet, je prends le nom des médailles de Douala, je regarde, je dis, bon, peut-être mon nom est sorti en Bouddha, on ne sait jamais. À Bouddha, il n'y a pas mon nom. Je dis, qu'est-ce qu'il faut pour avoir une médaille dans ce pays? Bon, mais ça va, je ne suis pas là pour les médailles, mais le 20 mai, donc, on se retrouve autour du maire de Houston avec des délégations du Ghana, du Nigeria, Tunisie, et ainsi de suite, de Kenya, la Tanzanie. Le maire s'approche de moi, il me dit, mais mon ami du Cameroun, c'est la fête de ton pays? Je dis oui. Il dit, mais tu as choisi d'être avec moi, pourtant tu es un grand pays. Ah, je me suis dit à mon cœur, mais il dit que je suis un grand pays, qu'est-ce qu'il en sait? Et c'est comme ça qu'il me dit, non, c'est bien d'être avec moi. Et puis, on a échangé un peu sur les médias, sur la liberté d'expression. Est-ce que vous êtes des médias libres? Est-ce que ça se passe comme ici aux États-Unis? Parce que chez nous, c'est sacré. Les médias sont plus puissants que les églises. Absolument. Voilà, c'est ça, il me dit ça. La liberté de la presse, c'est sacré. Voilà, je lui dis, mais on se cherche encore, parce que la présidente, le premier amendement. Je dis, non, chez nous, on se cherche encore, on construit progressivement cet idéal-là, mais il viendra avec le temps.
Et quand on se sépare, je rentre au Cameroun. Je ne sais pas si mon ami lui avait dit que bon, il est un peu trop déçu d'avoir pas reçu sa médaille au pays. Je ne sais pas s'il lui a dit ça, mais quelques semaines après, je reçois un mail qui me dit voilà, Madame la maire de Houston sera au Cameroun, elle va faire une tournée en Afrique, elle passera pour le Cameroun pour une rencontre économique, oui. Et le maire a quelque chose pour toi. Et à cette occasion, on me remet ma distinction de la mairie de Houston qui me donne l'insigne de la reconnaissance de la ville de Houston. Oui. J'ai dit waouh. Je suis au Cameroun, mais c'est de là que vient la reconnaissance. Ça m'a tellement touché de voir... Parce que là-bas, les maires sont très puissants. Oui. Les maires sont vraiment... C'est des chefs d'État. Ils sont extrêmement puissants. Si vous voyez la mairie de Houston, c'est tout un quartier. C'est tout un quartier. Donc la police, c'est eux qui contrôlent. Donc, ils ont tout ce qu'un État peut avoir. Je me suis dit, mais si je vois cette dame qui vient avec tout cet égard à ma petite personne, ça veut dire qu'il y a quelque chose que je ne suis pas en train de voir en moi. Ben, j'étais content, j'ai démontré à tout le monde, j'ai réuni le personnel, j'ai dit, ah, voyez, Houston m'a reconnu, m'a donné une médaille, ce box avec l'insigne de la ville de Houston, de la mairie, qu'on ne remet pas à n'importe qui, dit-on, ce qu'on m'a dit. Donc, vous n'êtes pas n'importe qui. Bon, j'ai compris donc à partir de là que j'étais peut-être pas n'importe qui, et qu'il fallait plus faire n'importe quoi et n'importe comment. Et je me suis dit, et si je m'arrêtais, et si maintenant tout s'arrêtait pour moi, qui allait raconter mon histoire? D'où l'idée de faire ce bouquin « On n'arrête pas le vent ». Alors, Cyril Bojiko, parlons de votre trajectoire. Vous êtes né ici à Douala, vous avez fait vos premiers pas à l'école ici à Douala et très vite, vous allez quitter la ville de Douala, quitter le cocon familial pour vous retrouver à Doungué. Alors, est-ce que le fait d'avoir quitté vos parents très jeunes est ce qui a forgé très tôt votre personnalité? Alors, je pense peut-être oui. Parce qu'à 11 ans, je dois quitter ma famille pour m'installer dans un internat. Oui, à l'internat. Où je ne connais personne, oui. Je dois apprendre à vivre avec des gens. Mais ce n'était pas facile. Les 3 premiers jours, je pleurais à chaudes larmes parce que ma mère, mes amis d'enfance, mes camarades de jeu, je ne les voyais plus, mes petites soeurs, je ne les voyais pas. Et j'étais leur protecteur parce que face à un grand frère très dur et très rude, notamment l'aîné Raymond, j'étais celui qui prenait les coups pour mes petites soeurs. J'avais très mal de ce qu'elle devait devenir parce qu'on appelait mon grand frère chien méchant, trop sévère. D'abord, c'est un professeur du lycée, donc vous comprenez qu'il avait assez de rigueur depuis le bas âge. Et je finirais par m'adapter à cette vie, loin de mes parents. Je recevrais d'abord, dans un premier temps, mes parents en visite une fois tous les samedis. Mon père vient, ma mère vient le week-end prochain et ça terre. Après, on c'était 2 semaines après, il ne venait plus du tout. Oui. Donc, j'étais habitué à vivre avec les autres. Oui. Et après ça, après Ndoungé, je vais continuer à Bouddha, toujours vivant, et je partais de chez nous à 11 ans. Oui. Alors, et justement, vous vous installez à Bouddha et c'est là-bas que vous affirmez définitivement votre leadership parce que à peine arrivé à Bouddha, vous êtes élu tour à tour chef de votre classe. Oui. Ensuite, vous êtes le secrétaire général de la coopérative scolaire. Oui. Et après, vous devenez le président de la coopérative scolaire du lycée de Bouddha. Oui. Et là, vous n'êtes qu'en classe de 3e. De 3e, oui. C'est assez... alors, je le viens ici le c'est pas mal pour quelqu'un qui arrive à peine dans la ville et qui est encore en classe de 3e dans un lycée. Alors, je deviens, je crois que l'histoire est vraie, je deviens le premier élève du premier cycle. Absolument. À être présent de la coopérative. Oui, en classe de 3e, premier président de la coopérative scolaire. Au premier cycle. C'est assez rare. Généralement, c'est des élèves de seconde, première. Non, pas terminale, c'est d'abord première. Avant, c'était terminale. Oui. Et on avait estimé que les gars de terminale n'ont rien à perdre parce que dans tous les cas, ils passent le bac et s'en vont. Oui. Il fallait des gens qu'on pouvait tenir. S'ils s'amusent à gérer mal la coopérative, ça leur rattrape l'année prochaine. Donc, du coup, on a plus de gars de terminale. Il peut être vice-président et plus président. Et c'est ainsi que le capitaine Yefou, paix à son âme, ne sera plus présent. C'est un garçon très emblématique, un leader charismatique, le chouchou de la ville, un garçon formidable, très intelligent. Il était passé en terminale. Il va donc libérer son fauteuil à quelqu'un d'autre. Et il va donc être conseiller du bureau. J'arrive à Bouddha, à peine j'arrive, je passe sous chef de classe. Parce que j'étais chef de classe à Doungué. Oui. Contre toute attente, ce n'est pas moi qu'on voulait. J'ai brisé toutes les barrières parce que pour être chef de classe en 6e, à Doungué, il fallait être un redoublant. Je n'étais pas redoublant, mais j'ai fini par être chef de classe. Donc, l'histoire est dans le livre. En 5e, donc, je suis arrivé, j'ai commencé l'école 1 mois après les autres. Je suis arrivé et 2 semaines après des cours, on estimait que le sous-chef qui était vice-président de la coopérative scolaire, parce que son temps était plus occupé par sa campagne électorale, par sa réélection comme vice-président, il voulait même devenir président, Mouyébé. Donc il n'avait pas le temps de s'occuper de la classe parce que là-bas c'était organisé, le chef de classe s'occupait de la gestion de la classe, le sous-chef s'occupait de la discipline.
Le secrétaire s'occupait des rapports, ainsi de suite. C'était très organisé à l'époque. C'est le cas encore aujourd'hui. Oui. Donc, alors, j'avais mon style de gars qui vient de Douala, qui regarde tout le monde et qui parle peu et qui a un peu ses airs de leader charismatique. Et je m'entendais beaucoup avec le chef de classe. En fait, parce que je ne voulais pas faire le ménage. Je ne voulais pas nettoyer la classe. Donc, j'étais comme son conseiller. Oui. Et quand ça arrive, on me propose comme sous-chef, et je suis donc désigné sous-chef de la classe. Et puis, bon, voilà, dans les affaires du lycée de Mbouda, à peine arrivé. En quatrième, le premier de la classe, la plus grande note est chef de classe, celui qui vient est sous-chef. Le secrétaire, c'est le troisième. Je suis dans les 36e, quelque chose comme ça là. Mais le chef de classe, qui est d'ailleurs Bertrand Kwambo, qui était Bertrand Kwambo, qui est aujourd'hui le consul du Cameroun à Bangui, en RCA, fort de sa proximité avec moi. Parce que moi, en fait, j'ai un système, partout où j'arrivais, je m'attachais à l'amitié des grands, des puissants du secteur pour me faire protéger. En fait, j'étais un garçon très timide, mais un peu rusé. Donc, je voulais absolument que les grands soient mes amis pour me sentir protégé. Donc, j'étais devenu l'ami et quand j'avais des bonnes idées. J'étais l'ami du chef de classe. Le chef de classe, oui. Il fait de moi son secrétaire. Au détriment du troisième de la classe, Nitedem qui était troisième de la classe. Et quand il faut aller à l'élection à la coopérative scolaire, le président, lui, il est empêché. Il dit qu'il n'a pas le temps pour aller faire ces choses-là. Il a ses cours de répétition parce que c'est un garçon très brillant. Le sous-chef, elle te dit que non, elle va aller aider sa mère à vendre au marché. Et on dit au secrétaire de la classe d'aller représenter la classe à l'élection. Oui. Mais le secrétaire, pardon, à l'élection, il ramène un poste de secrétaire général adjoint qui revenait à mon chef de classe. Oui. Mais comme il n'était pas là, on m'a donné, je prends. Et je vais dans le bureau de la coopérative scolaire, j'échappe aux travaux manuels et tout le reste là. Et j'ai fait un mandat comme secrétaire général adjoint. La deuxième année, dans mon bureau, je suis en troisième pour la première fois, je rate le BEPC. Je gagne le poste de secrétaire général adjoint. La troisième année, ça chauffe. Les gars de terminale veulent absolument revenir aux affaires. Le proviseur n'en veut pas du tout et ça crée des tensions. Et c'est comme ça que je reste un jour chez moi, à la maison. On me dit, on te cherche dehors. Je sors. Je vois des gars, second cycle, ils disent, ils m'amènent dans un quartier Nylon. Ils disent, bon, on a fait une réunion, on a réfléchi. Tu seras le président de la coopérative scolaire. Je dis, comment ça? Il dit, non, c'est toi. Et nous, n'aie pas peur, on va t'aider à diriger. Donc, il vous copte pour être le candidat. Je n'ai fait aucun effort pour arriver là. On m'a donné la présidence de la coopérative scolaire. Les puissants, les Péchois Christian, les Niemek Cyril qui est maintenant au Canada, les Noucha, ainsi de suite, le grand frère de notre conseil Noucha qui est à la CRTV. Donc, ils disent, on t'a choisi parce que tu es le gars le plus cool et tu venais à toutes les réunions, tu étais le plus docile, tu prenais très au sérieux la coopérative scolaire, donc on veut le faire de toi le président. Et c'est comme ça que la guerre entre les gars de première et les gars de terminale va conduire donc à ce qu'on remette la présidence à un gars de troisième. Ils vont faire ma campagne, ils vont mettre les moyens, je n'avais même pas 150 et vous êtes élu. Campagne. Et je suis élu président de la coopérative scolaire du lycée de Bouda. Alors, sauf que votre mandat de président de la coopérative scolaire du lycée de Bouda ne va pas être un long fleuve tranquille. Mais je me fais piéger, surtout je me ferai piéger. Oui, alors vous avez... Un de mes discours, je ne l'ai pas dans mon livre, mais un de mes discours sera très décisif à l'endroit des enseignants qui voulaient caporaliser les présidents. Parce que les gars de terminale étaient des syndicalistes. À l'époque, le SDF venait d'arriver à Bouda. Et tous ces gars étaient dans le SDF. C'était la jeunesse. Oui, c'était la jeunesse du SDF et de l'UNDP et de l'UDC qui étaient fortement implantés dans la ville de Bouda. Donc, tous ces gars étaient les parents des membres du SDF, de l'UNDP ou de l'UDC. Donc, du coup, c'était les gars qui avaient déjà... Donc, les joutes politiques rejaillissaient dans les rapports entre les élèves. Et le proviseur était un ancien député RDPC. Oui. Naïvement, le président, mes conseillers, donc, et mon secrétaire général vont écrire mon discours. Et quand je veux le lire, moi, je vais sentir qu'ici, là, je ne m'en sortirai pas. Oui. Et donc, vous mettez à dos le proviseur de votre lycée avec qui... Non, surtout les enseignants. Voilà. On dit que mais, le petit, là, à qui on a donné l'affaire, le petit, là, il sort d'où? Et voilà comment on va mettre dompté sur le gris. Il fallait... J'étais le gars le plus... En tout cas, vous avez de très, très gros problèmes avec le proviseur. Alors, ça commence là, puisque le bureau est regardé de mauvaise oeil par le proviseur. Oui. Ancien député RDPC, ancien pour la commission des finances. Bon, parce que ce discours de la rentrée, c'est pas, il y avait d'activités où c'est eux qui écrivaient mon discours, je n'avais pas l'expérience. Ils écrivaient, je lisais seulement. Je ne pouvais pas changer, c'est eux qui m'ont placé là. Voilà. Ensuite, mais quand je vais lire ce discours, je vais sentir qu'il y a un truc qui ne va pas.
il veut commencer à me défaire des gars de mon bureau. Donc, je vais commencer à prendre le contrôle, à prendre le pouvoir et à dire il faut que je m'assume. Mais sauf que trop tard, il y aura une erreur qui nous sera fatale. Voilà. Et donc, justement, vous êtes accusé du détournement de 86 000 francs des caisses de la coopérative scolaire. Aujourd'hui, avec... Parce que justement, il y a un enseignant, oui. le plus visé d'ailleurs par ces gars-là, oui. qui va commettre un livre. Et les enseignants à l'époque, quand ils faisaient un livre, pour le promouvoir, on le faisait en... La soirée de dédicace était ce sont des pièces de théâtre. Oui. Donc, il fallait qu'on joue les rôles des personnages qui sont dans le livre, dans Absolument. le roman. Lors des semaines culturelles. Semaines culturelles. Non, mais là, c'est une soirée spéciale. Oui. Qui va se dérouler le 3 mars 1993. Ce jour-là, je suis à Douala, je me fais extraire une dent parce que je suis à l'hôpital général, j'étais malade. Mais mon bureau avait déjà validé. Alors, quand on fait le comptage des billets, l'enseignant qui organise la soirée de gala, on estime qu'on n'a rien à lui donner parce qu'il a fait entrer trop de gens et il y a un manquant de 86 000 francs parce qu'il a mis trop de gens. Et puisqu'il fallait remettre une partie des recettes, c'est donc lui qui va déclencher la procédure contre nous. Il va dire, on a fait la soirée, on a mangé tout l'argent. Et le bureau, donc on lui doit 86 000 francs. Et il va donc aller voir le proviseur, les censeurs, et puis on va monter contre un de ces disciplinaires pour dire qu'on rembourse les 86 000. Non, on va dire qu'on n'a rien pris. On ne rembourse pas. C'est lui qui a rempli la salle avec ses gens et il a créé des plats, des manquants. Oui. On dit que non, il y a un 86 000 qui manque. Alors, je sais comment ils ont calculé 86 000. Donc, mon père viendra à Bouddha pour intervenir. Je vais dire à mon père venait pour rembourser. Je vais dire à mon père, ne tente même pas de rembourser. J'étais avec toi à Douala, c'est toi qui m'as conduit à l'hôpital, je n'étais pas là. Et donc, j'ai rien. Rembourse, ça dit que je reconnais ce qui s'est passé. Et en fait, c'est plus tard qu'on se rendra compte que c'était ce vieux... Oui. En tout cas, vous êtes jugé par le conseil de discipline. Dans un conseil... Et condamné à 8 jours de travaux forcés. C'est un conseil extraordinaire. Le premier, d'ailleurs, réunit tous les élèves délinquants du lycée et le bureau de la coopérative. Après ce premier conseil, une partie du bureau sortit d'affaires. On était 11 membres du bureau. Il y a 6 qui sortirent. Non, 5 qui sont tirés, oui. Et pour la plupart, ce sont les fils de professeurs, membres du conseil. Oui. On va les extraire d'affaires. Maintenant, le noyau dur, les gars du SDF UNDP là, c'est eux qui restent avec moi. Oui. Dans le deuxième conseil qui sera extraordinaire. Et au cours de ce conseil, comme c'est les gars de terminale, on s'est rendu compte qu'on n'a rien, bon, ils n'ont rien à perdre. On va les libérer d'affaires et ils vont s'en sortir. Et je vais rester seul dans un conseil extraordinaire qui ira de 15h à 22h. Oui. Ce jour-là, le lycée est fermé, tout c'est compliqué. Et tous les collèges vont sortir pour dire que, mais qu'est-ce qu'il y a avec cet enfant, ainsi de suite. Donc, je vais subir le martyre. Oui. Et à la fin, je vais me défendre, comme je pouvais me défendre, mais je vais m'en tirer 8 jours d'exclusion, à rembourser 86 000, que je n'ai jamais remboursé. Il y a des travaux forcés. Vous allez il faut prendre la matière pour aller défricher. L'équivalent d'un stade de football. Et moi, j'avais estimé que c'est une grosse injustice, parce que je n'avais pas... c'était une histoire entre un enseignant qui a fait entrer sa famille dans la salle et les gars, le trésorier de la coopérative estimait que on devait vendre les billets. Tu as fait entrer les gens pour 86 000, donc on ne te reverse pas. C'est ça le problème, Absolument. En fait. En tout cas, vous partirez de Bouddha cette année-là avec dans votre esprit cette affaire qui vous a énormément marqué. Vous en parlez dans votre livre. Et au milieu des années 90, vous revenez à Douala et c'est là que vous commencez véritablement à vivre votre passion pour la radio. Vous fréquentez CRTV Douala, Radio Douala à l'époque, et c'est pratiquement de façon clandestine. Parce que vos parents ne savent pas que vous animez à la radio. Non, ils ne savent pas. Et à cette époque, vous avez un petit nom d'emprunt qui s'appelle Cyril Baudou. Oui, bien sûr, parce que j'arrive à Douala, mais déjà, j'ai commencé à suivre la radio à Douala. Oui. J'étais, depuis le bas âge, passionné par la radio. Et je crois qu'à l'âge de 7 ans, j'avais dit à ma maman, je veux parler dans la radio. Oui. je veux parler dans la radio. Et mon grand frère, parfois, mettait les cassettes, il mettait le play et record, j'enregistrais les récitations de l'école. J'étais content de m'écouter à la radio. Donc, je vais aimer cette façon de faire, je vais te parler à la radio. Mais à Bouddha, j'écoutais beaucoup Fréquence Laser, avec Jacob CRTV Douala, Jacob Ngini. Cheikh Bafoussam. Bafoussam, oui, avec Jacob Ngini. Il y avait des camarades du lycée qui passaient là-bas, la famille Tatina et autres. J'écoutais. Et quand j'écoutais, j'essayais de dire, c'est pas bien dit, non, ça c'est bien dit, moi j'aurais dit ci, j'aurais dit ça, et je m'entraînais dans ma chambre. Et j'arrive à Douala, donc j'écoute beaucoup la radio, et je suis fan d'un gars qu'on appelle Yves Ada. Yves Ada, à l'époque, anime Douala by Night sur Radio Douala tous les samedis de 22h à minuit, 21h à minuit, et il va lancer un jeu concours sur les Lions Indomptables de 94, la liste des joueurs sélectionnés par le coach de l'époque, Henri Michel. Et je vais donc envoyer ma copie, parce qu'il fallait
envoyé par la poste. Ça fait 2 jours pour arriver, hein, c'est plus rapide. Ouais. Mais moi, je vais plutôt faire la liste, mais je vais aller moi me déposer à la radio et rentrer attendre le résultat. Et quand il va les noms des gagnants, mon nom ne sera pas là. Bon, c'est plus tard que sur les contre aussi. On peut être chiant. Donc, mon nom ne sera pas là, mais il n'avait pas tort, parce qu'il y avait 10 packs quand même qu'il n'avait pas mis sur le truc. Mais il y avait le lot de consolation. Il fallait trouver au moins 20 joueurs, ou c'était 18 pour avoir un lot de consolation. Et je vais donc aller réclamer mon lot. J'arrive, je trouve Marie-Josée Yemeli. Elle me dit, l'animateur n'est pas là, il vient le soir. C'est un oiseau de nuit. Je vais l'attendre, je suis en tenue de classe. Puis vint un monsieur qui nous rabroue, qui est énervé, qui commence à me crier dessus que qu'est-ce que tu fais dehors là en tenue? On ne reste pas ici dehors en tenue. Je lui ai déjà dit, allez, vous montez en salle là en haut, tout le monde là-dedans. Je vais dans la salle, je vois des gars de maturité, je rencontre Julius Tony Defoe, je vois un certain Serge Alain Tassing, Jason Black. Je les vois là, ils sont tous là, Martial Bissor et tout. C'est comme ça que je vois des gars, ils sont en train de, tout le monde s'affaire là et tout. Et puis il dit, oh toi là, c'est quoi ton sujet? Je dis, mais je vous dis ici qu'il faut avoir un sujet quand vous arrivez, n'est-ce pas? Cette émission, ce n'est pas pour les touristes. Vous devez avoir un sujet. J'appelle que Justin Tagou, c'est lui qui a Afrique Média. Oui. Il animait à l'époque School News. C'était 26 minutes. J'ai dit, il parle de quoi? On dit, non, il faut que tu donnes une info de ton école. Il dit, ça tombe bien, ce matin, il y a eu une bagarre entre le surveillant général et un élève. Elle raconte ça. Je couche ça sur papier rapidement. Et puis, mon papier est retenu. Et il est lu à l'antenne. Et c'est tellement bien écrit qu'il me dit, qui a écrit ça? On dit, mais tu as fait beaucoup d'efforts. Je dis, non, c'est la première fois. Ah bon? Ok. Il m'engage dans l'émission Antenne Jeunesse qui passe le samedi de 16h à 17h, qui dure plus longtemps. Et là, maintenant, c'est les informations des quartiers. Donc, les jeunesses de quartier, à l'époque, il y a beaucoup d'associations de jeunes de quartier. Oui. Donc, voilà comment je me retrouve donc à fréquenter Radio Douala clandestinement. Parce qu'au jour où mon père se rend compte qu'en fait, je faisais un stage clandestin quelque part. Oui. Alors, vous allez continuer avec votre passion pour la radio à Douala, à fréquenter assidûment la radio. Votre père, en fin de compte, lui-même, ira vous confier à une journaliste de CRTV Douala pour lui dire, bah, écoutez, prenez mon fils, puisque c'est ce qu'il a choisi. Oui. Et là, quand votre père décide lui-même, voilà, vous ne le saviez pas. Ouais. Il vous amène un jour à la radio, vous présentez comme ça. Est-ce que vous considérez cela finalement comme une bénédiction de votre père pour la suite de votre carrière? C'est la plus belle chose qui me soit arrivée. Ouais. C'est l'homme que je craignais le plus, pas parce qu'il était sévère, mais parce qu'il était très gentil et très altruiste. Mon père était un homme foncièrement bon. Et quand il me prend pour me confier à la radio, il dit, mon fils ne veut plus rien faire, il ne veut faire que de la radio. Faites de lui un grand journaliste. Mais je veux qu'il commente les matchs de foot. Mon père est passionné de football. Il est grand fan de l'Union. Il est l'un des conseillers de l'Union de Douala. La plupart des joueurs de l'époque, que ce soit les Djimachoua, les Ngondiep, quand ils viennent dans l'Union de Douala, Fou Ngondiep à son âme, ils habitent nous des deux, mon quartier. Et c'est mon père qui est certains à la maison et trouve des logements pour d'autres dans le quartier. À l'époque, Ngondiep habite le quartier, il est gardien de but. Et mon père a trouvé le studio qu'il habitait. Donc tous ces joueurs vivaient au quartier, à New Dedo. Même quand les Andem arrivent, les William Andem, on m'appelle aussi Petit Andem. Donc je l'ai rencontré, les belles Antoine, je les voyais tout petits. Mon père voulait absolument qu'il devienne footballeur. Et étant donné que Ngondiep était au quartier, nous, tous les jeunes du quartier voulaient devenir gardiens de but. Et mon père m'achètera donc des équipements sportifs. Et j'étais un gardien très élégant, j'étais dans l'école comme un super professionnel. Je vais donc m'entraîner durement avec les gars de Douala, Unité de Douala, Araï de Douala, AS Police, dans laquelle je vais d'ailleurs jouer plus tard à AS Police. Et puis, Union, je vais m'entraîner avec les juniors, mais je ne serai jamais classé pour les matchs. Je vais aller à Bouddha, et si je vais mon Bamtos de Bouddha, je vais essayer d'aller à Aigle de Tchan, comme gardien de but. J'étais trop jeune à l'époque. Et puis quand mon père se rend compte que je ne veux pas faire le foot, je veux absolument faire de la radio, il dit oui. Il ne veut rien faire, il veut faire que la radio. Faites-en un grand journaliste, mais je veux qu'il commente les matchs. Je veux qu'il soit journaliste du football. Ouais. Il dit ça à la CRTV. Pour vous, ça a été un acte de bénédiction. Pour moi, c'était une libération. C'était mon même de la bénédiction. Ouais. Alors, il faut dire quand même que c'était... Et Marie, je dis, malheureusement, on ne peut pas, parce qu'il est trop jeune, il est encore élève, il faut qu'il ait au moins le bac, qu'il aille faire les sticks, il soit journaliste, on va le recruter à la CRTV. Mon père dit non, je peux payer. On dit on ne paye pas. Mais il peut intégrer des émissions de vacances. Oui. Et voilà comment il découvre Espace Littoral Vacances. Oui. Et l'émission de vacances. Et j'y vais désormais avec la bénédiction de mon père. Oui. Alors il faut dire que c'est un gros sacrifice. Mon père commence à écouter la radio. Oui. Et il y a tous ses amis au marché Beau Pays,
avec qui je travaillais, parce que je travaillais comme apprenti Oui, convoyeur. justement. C'est-à-dire que c'est un sacrifice pour votre père parce que il se prive de pratiquement un Son collaborateur motoboy. de son motoboy. C'était son motoboy de parce que vacances, oui. désormais, vous ne pourrez plus l'accompagner pour faire le motoboy. Oui. Et désormais, vous serez à la radio. Donc, ça a été un gros sacrifice pour votre père de Ouais. vous libérer de cette manière-là quand même. Oui, c'était un gros sacrifice pour lui. Ouais. C'est pourquoi, lorsqu'il mourra, je vais décider de m'appeler Bojiko, c'est son nom. Je vais lui rendre un hommage. J'ai dit, j'en ferai un grand nom. Vous abandonnez le petit Baudou. Le petit Baudou pour devenir donc Cyril Bojiko, Bojiko. du nom de mon père Bojiko André. Oui. Mais quand il va m'envoyer à la radio, toute la famille sera contre lui, en disant, tu as sacrifié l'enfant. Ce n'est pas un métier ça, il ne sera rien. Ma grand-mère le convoque au village pour le sermonner, que mais j'ai appris que tu as mis l'enfant dans des choses. C'est quoi cette histoire? Parce que j'avais une grand-mère qui était reine-mère, qui était très conservatrice, ma grand-mère maternelle, qui demandait des comptes à mon père. Parce qu'elle était plus regardante sur les petits-enfants que sur ses propres enfants. Mon père va donc faire une réunion au cours de laquelle il va dire, je sais depuis longtemps que j'aurai un enfant qui parlera, le monde écoutera. Je ne sais lequel, mais je sais que mon nom rayonnera. Je ne suis rien, mais je suis convaincu qu'il y a un de mes enfants, quand il lèvera la voix, tout le monde se taira pour l'écouter. J'ai fait ce que je devais faire. Voilà. Et La cet suite enfant-là, appartient à Dieu. c'était vous. Et aujourd'hui, donc, tout le monde dit que cet enfant, c'était moi. Oui. Vous allez poursuivre votre petit bonhomme de chemin. Vos études, c'est un peu K1K. Vous n'êtes pas brillant. Non, Voilà. pas trop brillant à l'école. On Parce est que je suis trop d'accord. porté sur d'autres affaires que l'école. Voilà. Vraiment, On est- c'est-à-dire que moi, en fait, On est- je lis le cours avec un esprit, mais je suis plus dans les projets d'avenir. Oui, oui, on est d'accord. Au moins Je suis de là-dessus. ceux qui n'ont pas cru que l'école était la solution. C'est Parce ça. que depuis toujours, j'ai cru que l'école n'était pas toute la solution pour mon avenir. C'était un moyen d'atteindre l'objectif, mais ce n'était pas l'objectif de faire l'école. Oui. Donc, j'ai toujours fait deux choses au même moment. Absolument. Et donc, vous poursuivez votre parcours à Bomban, Oui. où vous êtes, et finalement, vous décrochez votre baccalauréat F4. Oui, ayant passé 4 années en première. Oui. Donc, La quatrième, papa meurt en 97. vous redoublez la Je troisième. triple la première. Non, vous triplez la Je troisième. redouble le cours moyen 2. Oui, Je redouble la troisième. oui. Et je triple la première. C'est pas Je possible. fais l'affaire que là, ou je quadruple. Non, je Pardon. triple les chèques. Pardon. Oui. Donc, je fais la première en 95, en 96, en 97, papa meurt. Et en 98, j'obtiens le probatoire, 4 ans plus tard. J'ai passé 4 années en première. Et vous n'êtes pas découragé, chapeau quand même. Hein? Je vais vous dire comment. Je vais vous raconter quelque chose 4 ans en qui me rend première, fier aujourd'hui. 3 ans en troisième. J'aurais pu avoir le probatoire la deuxième année, parce qu'il y avait l'eau. Ah oui. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas voulu accepter ça. Des camarades viennent à la maison me chercher en disant, écoute, si tu as 10 000, on va aller corriger l'épreuve quelque part. J'ai 5 000, je viens. On part à l'université de Douala, on entre dans un quartier là derrière où les gars font des photocopies là, chez un de mes camarades là, et il sort une épreuve, on commence à corriger. Il corrige l'épreuve, il corrige l'épreuve, je fais à toute la séance. Je donne mes 5 000. Je participe à l'effort de guerre. Je rentre là-dedans, je révise mes leçons quand même et je vais en salle d'examen. Les 5 000, c'était pour ne pas froisser mes amis. Oui. Mais quand j'arrive en salle d'examen, c'est la même épreuve qui vient. Dès qu'elle dit l'épreuve, je dis qu'est-ce que je fais? Je lis, je dis qu'est-ce que je fais? Je lui dis qu'est-ce que je fais? 15 minutes après, je me lève, je remets ma copie blanche, je sors, je pars. Une de mes voisines, Catherine, elle sort comme ça, elle est dans la maison par l'autre toilette, elle me dit, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu fais ça? Je dis, bonne chance à tous. Et je suis rentré à la maison. Le lendemain, je suis pas allé composer. Donc, Ma mère me dit qu'il y a quoi? Il dit que j'ai déjà échoué. Elle me dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Je dis, non, j'aurais pu réussir, mais je préfère échouer comme ça. oui. En tout cas, après ce parcours, Donc, oui, et tous vont réussir. oui. Je vais refaire la classe. En troisième année. Donc, vous avez refusé la triche. Je n'ai pas voulu traîner quelque chose comme ça dans ma conscience. Parce que quelque chose me disait, tu n'as pas besoin de ça. Oui. Ou pas besoin de ça maintenant. Alors, votre parcours du combattant, on peut appeler ça comme ça, va s'achever donc à Bomban, où vous décrochez enfin votre sans aller à baccalauréat. l'école. Votre baccalauréat, Oui. Oui, vous décrochez Faut pas finalement. sans faire l'école. Parce que Voilà. j'ai passé mon temps à faire l'école buissonnière. Voilà. Le À un moment, baccalauréat. Je découvre la brocante, comment devenir vendeur de brocante. Voilà. Je vendais, bon, en fait, je livrais aux fonctionnaires quelques années. Je voyageais à Douala, Oui. faire du business. Donc, je à venais côté le de vendre. l'école, c'était du business. Et Ouais, donc, ouais, ouais. enfin, baccalauréat
F4. Ouais. C'est quand même un drôle de baccalauréat pour quelqu'un qui F3. rêvait F3. Électrotechnique. Oui. Électrotechnique. Donc, c'est quand même un drôle de baccalauréat pour quelqu'un qui a rêvé toute sa vie de devenir journaliste, de faire dans les métiers de la à cause de mon communication. grand frère. Oui. On vous avait imposé cette Oui, filière-là. mon grand frère avait dit à mon père que Oui. je dois... Parce que mon grand frère lui a fait F3. Je sais pas ce qu'il a amené là-bas. Aujourd'hui, il est enseignant. Il s'est dit, moi, je vais être enseignant, mais il faut un ingénieur dans la famille. Mais c'est pas moi l'ingénieur, bon Dieu. Il ne veut pas monter sur le poteau avec les câbles, c'est pas ma passion. Oui. Hein? Mais il a imposé en ça mon père, surtout ma mère, parce que mon grand frère était très proche de ma mère. Ma mère l'écoutait plus. Et ma mère, mon père était très courtois avec les femmes. Il était très gentil. Il écoutait beaucoup sa femme. Et on va m'imposer dans la F. Une fois, deux fois, trois fois, ça ne donnera pas. D'ailleurs, je vais accéder en première avec beaucoup de difficultés. J'étais fort en matière littéraire, l'anglais, le français et autres, histoire et géographie, mais tout ce qui était technique, c'était pas compliqué, c'était compliqué pour moi. En première, même ma petite amie, que j'avais connue quand elle était en quatrième, j'étais en première déjà, va être mon répétiteur. C'est elle qui me permet d'avoir même le probatoire. Mais mon grand frère va insister, et puis cette 4 années d'échec, je vais dire, si j'avais été en âge, je serais peut-être plus long aujourd'hui. Mais quand j'aurai le baccalauréat, contre toute attente, Oui. parce que je me suis dit, bon, j'y suis presque. Voici le stick qui est devant moi. Je dois me concentrer pour faire vraiment l'école. Et comme j'avais un peu d'argent, j'avais des business que je faisais dans la ville d'Abomba, je faisais des soirées, je vendais de la brocante, et ainsi de suite. Bon, je n'avais pas de boutique, hein. C'était qu'en fait, pas acheter comme ça 2-3 téléviseurs, je garde dans ma chambre, je fais les affaires. Gars, j'ai une affaire là. Donc, je vais demander à mes camarades qui est le meilleur mathématicien, le professeur de mathématiques, on dit c'est le professeur de tel. Je vais le voir, je dis, bon, je te paye combien tu deviens mon répétiteur. C'est comme ça que les amis de mes grands frères deviennent mes répétiteurs et mon grand frère s'énerve. Mon grand frère était mon professeur, mais il n'était pas mon répétiteur. Oui. Il dit jamais, pas toi. Donc c'était comme ça. Oui. Donc, avec votre baccalauréat, impossible et donc, je d'entrer à serais l'ESTIC. préparé à avoir le bac parce que je serais, Oui. je serais répété par mes enseignants ou par des enseignants. Oui. Et moi, je vais avoir le baccalauréat. Et quand j'ai le baccalauréat, ben Oui. voilà. Alors, mais votre baccalauréat F3 ne peut pas vous permettre d'entrer à l'ESTIC. Ce n'est pas le bon bac pour cela, vous dit-on. Et vous allez vous inscrire à l'Institut Samba, qui, à cette époque, vient d'ouvrir la radio. Et c'est tout bénef pour vous. Donc, Oui, vous parce vous que- inscrivez parce qu'il y a- à l'Institut Samba. Parce qu'il y a deux écoles. Oui. Il y a Samba Et l'Institut et Scientou. Scientou. Sauf que Scientou n'avait pas de Scientou n'a radio. pas de radio. Oui, Bon, vous voyez comment je réfléchis. oui, Je dis, de Samba, il y a la radio. oui. Je vais dans ça m'inscrire et passe mon temps à la radio. Parce que moi, je voulais faire de la radio. Même à Bomban, je faisais de allô, allô devant les magasins tous les samedis. J'animais la ville. Il y avait l'attroupement et M. Tondola, il vendait. Oui. Même s'il ne me donnait pas grand-chose, il me donnait le plat de bouillon avec 2 maniocs et 3 morceaux de viande. Mais j'étais content. Oui. Alors, d'animer. mais Donc, à Dissamba, vous Samba- n'allez pas rester longtemps. C'est Sauf qu'à plutôt Dissamba, je vais finalement à raconter Scientou. l'hostilité de Lucien Mbappé à son âme, Oui, qui ne voulait pas de ce jeune à la radio. Il était directeur de la radio, mais je vais finir par m'imposer devant l'ami des enfants du fondateur. oui, oui. Ils vont m'imposer à la radio. Je ferai d'abord le mercredi soir, puis le samedi. Et puis ils vont dire à leur papa, mais papa, on a un petit qui est bon, qui peut nous aider. Quand je vais faire la matinale. Donc je fais la matinale et je vais faire l'école. Et finalement, Mamba va m'accepter comme ça. Il va devenir un de mes tontons aussi dans le domaine. Je vais faire la radio. Lucien Mamba, oui. Lucien Mamba. Je vais commencer en journalisme. J'ai trouvé ça un peu ennuyeux, un peu. Et quand je découvre la communication, je dis waouh, je vais en communication. J'ai dit, mais c'est de ça même qu'il s'agit parce que on m'avait déjà parlé de ça en terminant mon professeur de français, M. Olinga, m'avait parlé déjà de la communication. Il m'avait dit, je te trouve trop doué pour être journaliste, ça va te limiter. Tu es trop entreprenant, tu as 1000 choses dans la tête, tu as plein d'idées et tu aimes les initiatives. Alors, si tu veux vraiment être à l'aise, tu vas faire communication, tu auras à l'intérieur du journalisme et tu auras du marketing, de la publicité, beaucoup d'autres choses. Oui. J'entends parler de la communication pour la première fois en 1999. Je dis pour la première fois, je ne savais pas que ça existait. Dès qu'il me parle de la communication, je commence à aimer la communication sans savoir de quoi il s'agit. Il n'y avait pas à l'époque Internet que j'avais fait des recherches. Non, il n'y avait pas Internet. Donc, je dis, OK, je garde ça dans un coin de ma tête, mais je vais devenir journaliste. Et quand je côtoie les gars de la com, et on fait des troncs communs en Dissamba, un coup va changer mes idées. Le professeur Nouté va arriver, il va dire bonjour mes enfants, on était restés pour draguer les filles. Parce que j'avais un camarade Maroc, très beau garçon, et il gérait l'hôtel de son père à aider, il avait un peu d'argent.
Et il y avait des Congolaises rwandais qui sont venus là à la suite des troupes dans leur pays. Ils calculaient une là. Il me dit, toi qui parles bien français là, je veux celle-là. Donc, et moi, c'est qu'il allait gérer mes midis. Oui. Donc, pour lui faire le rôle de négociateur, on est coincé par un enseignant qui entre et commence à faire les cours sur les théories générales de la communication. Et il va commencer par une phrase. Il dit, c'est quoi la théorie, c'est quoi la communication? Elle se résume à une seule chose, à une idée qu'il faut proposer, il faut la vendre. Parce qu'en principe, les gens ont des pensées, ont des idées, mais vous devez les faire bouger. Vous devez influencer les pensées des gens, les croyances des gens. Parce qu'en principe, vous croyez voir ce qui n'existe pas, mais ce qui existe, vous ne voyez pas. Alors, une fois que vous l'avez compris, mon cours est terminé. Il sort, il part. J'ai dit, waouh, merci, waouh, hey, c'est ça que je vais faire. Oui. Alors, je sors, je le suis, il dit, mais monsieur, vous partez où? Le cours est intéressant, on va noter. Il dit, qu'est-ce que vous avez compris? Parce que je viens de dire, j'analyse ce que j'ai dit. Maladroitement, bien sûr, je ne t'ai pas. Il dit, ah, tiens, un qui s'intéresse à la communication, il rentrera faire cours, on deviendra très amis. Oui. Mais finalement, ce n'est pas à Ndisamba que vous obtiendrez votre BTS, c'est plutôt à l'Institut Scientou. Oui. Et quand vous arrivez à Scientou pour poursuivre vos études en BTS là-bas, Scientou vient d'ouvrir lui également sa radio et à la suite d'un casting mené par un certain J. Rémi Ngono, vous êtes retenu. Alors, parlez-moi. Non. Oui, oui, allez-y. Que s'est-il passé? Oui. Le 20 mai, je reçois Bébé Manga, paix à son âme. Je veux que la radio ait une audience. Vous la recevez où? À Ndisamba. Ndisamba, oui. Les stars, je connais les stars. Non, le 8 mars, pardon. Oui. Le 8 mars 2000. 8 mars 2000. Et comme je la côtoyais à Douala, je fais déjà les cabarets, donc j'avais un cahier d'adresse artistique important. C'est Prince Afo Akom qui m'écoute à la radio, il vient, il me salue, il me dit, ah, ça tombe bien parce qu'il y avait un manga qui est même là. Et il me l'amène. Je la prends en interview, j'ai pris Guimanou, Prince Afo Akom et Bébé Manga. Ça va faire une audience. Ouais, Bébé Manga, comment? Namea, c'est incroyable ça. C'est comme ça donc Dia Kamba chauffait. J'étais la plus grosse star que j'avais reçue sur cette radio. Oui. Et les gens sortiront de leur chambre pour venir voir Bébé Manga. Et ça va créer un attroupement. Et je serais pris comme le petit héros, quoi, comme elle dit. Donc la radio est en train de changer quand même. Depuis qu'il est arrivé, les stars passent, Guy Manou, un tel, les Rosine, les Bessa, je recevais les stars. Alors c'est une radio école qui ne parlait que des programmes d'apprentissage, vraiment les filières de Ndisamba. Les stars, ce n'était pas vraiment ça à l'époque. Donc j'amène les stars pour ouvrir la radio vers la culture. Je serai sanctionné. On va m'accuser d'avoir fait venir les personnalités à l'antenne sans autorisation et je vais être mis à l'écart de la radio. Et mis à l'écart de la radio, plus tard ça me rattrape, on me dit que je me suis inscrit en journalisme et j'ai fréquenté la communication, mais nous ne sortirons pas, je dois reprendre de la classe. Ça arrive au mois de mai, je vais essayer de négocier pour dire non, je me suis inscrit en communication et j'ai payé, j'ai mes reçus qui montrent que j'ai fait communication. Et comme j'avais eu un rabais de pension de M. Ndisamba paix à son âme, du fait d'être employé à la radio, il m'a donné oui. 2 mois de gratuité d'école. On va me dire, il faut que je paye. Je n'avais pas cet argent. C'était dans la galerie des étudiants. Il fallait payer 60 000, c'était beaucoup, je ne pouvais pas. Voilà comment mes notes ne sortiront pas. Je n'aurai même pas de relevé de notes. Il faut reprendre la classe. En juin, donc, M. Scientou lance la radio. J. Rémi Ngono fait son casting. Il a son équipe. Je suis tranquillement chez moi, je sors de l'église un dimanche à Oja. Je rentre à la maison, je fais mon riz sauté avec la sardine. Et quelqu'un vient toquer à ma porte. Il me dit, mais on te cherche depuis. Il dit, qui me cherche? Il dit qu'il y a un monsieur là, J. Rémi Ngono. Il faut le voir absolument. Nous sommes le dimanche. Il est 13h. C'est mon ami Daniel Nongwe. Oui. Il me prend, c'est lui qui, à l'époque, il dépendait un peu les techniciens, là, il avait un peu d'argent. J'avais 350 francs, comme tout argent que j'avais. Il me met dans un taxi, il m'amène donc dans un restaurant où j'ai recevait des gens. On allait au restaurant à 14h30, il me reçoit à 18h passées. Il me dit, mais j'ai déjà mon équipe, qu'est-ce qu'il vient encore faire là maintenant? Je lui dis, oui, on m'a dit que vous avez besoin de moi. Il dit, non, mais j'ai déjà mon équipe, mais c'est pas grave, attends, on va y aller quand même. On va voir ce qu'on peut faire pour toi. Il me prend dans sa voiture, il me tourne dans tout Yaoundé d'abord. Oui. Il va au cabaret le Madison, il va boire ses whisky et ses amis. Il me tourne dans tout Yaoundé et à 23h30, il me dépose à la radio. Il me dit,
tu vas voir comment il travaille et demain, on verra ton cas. Karim Modjova dit, mais au moment où on venait d'installer les micros fantômes, parce qu'ils ont changé le micro vers 17h, il fallait régler les micros. Patrick Emmanuel est celui qui avait été commis d'office pour faire la matinale. Il était déjà rentré chez lui, préparer son émission, ramener le conducteur qui a été validé, caler ses musiques. Au moment où il faut tester les micros, j'entre en studio, je place la voix sur le micro, J. regarde Karel regarde J. Et il y a un gars qu'on appelle JM Desbalois qui va dire, je vous ai dit que ce petit est bon. Je connais depuis $, il est bon. C'est comme ça qu'à 23h35, on dit stop, c'est bon, tu fais la matinale. Ah oui, ça allait vite. C'était le 11 juin 2000. Donc le 12 juin, il faut donc lancer la matinale, donc lancer la première émission vivante de Siantou qui joue de la musique depuis des mois. Je vais donc, à ce moment-là, je deviens une petite vedette. J. va me dire, tu habites où? Je dis où j'habite. Il envoie quelqu'un avec la voiture, me déposer chez moi, je prends ma douche, je me lave. J'avais tous mes CD. Je fais mon conducteur et puis je prends mon temps, je mange bien et je reviens à Siantou vers 3h du matin. Je fais mes textes. À 5h, Patrick Emmanuel arrive, tout chaud. On dit, on t'a dit que ce ne sera pas toi. Il dit, mais je n'ai pas eu le message. On dit que non, c'est Cyril. Il dit, ah non, je le connais, c'est un frangin. Il va être positif, il va me laisser. Voilà comment je décolle avec Siantou. Ouais. Et donc, vous allez animer la matinale de Siantou et pas mal d'autres émissions. Oui. Vous avez une relation quand même assez forte avec J. Rémy Ngono, qui est une superstar dans la ville de Yaoundé, même dans tout le Cameroun. Il est connu partout. On lui confie certains événements à présenter. Il vous les confie. Votre relation, elle va au-delà du professionnel. Il vous adopte carrément. J'ai toujours eu la chance d'être aimé par tous mes chefs. Oui. Comme J. Rémy Ngono. Il m'a beaucoup aimé. Oui. Il m'a beaucoup aimé malgré tout ce qu'on pouvait lui dire contre moi. Oui. Il m'a beaucoup aimé. Et c'est vrai qu'il m'a parfois su heurter, mais comme un grand frère. Hein. Ce n'était pas méchant. Mais il m'a toujours aimé, il a toujours su me protéger. D'ailleurs, parce que je vais faire une crise de palu. Je travaille de lundi à lundi, donc je devais être surmené. Je vais tomber un jour et on va m'évacuer à Douala. Je vais faire 2 semaines à l'hôpital. Quand je reviens, j'entre à Yaoundé à 18h30. Il coupe l'antenne pour annoncer mon arrivée, que je suis en van, dans le bus, pour annoncer mon arrivée. Il va envoyer une voiture me chercher. On va m'escorter jusqu'à Siantou et on va faire un breaking news. Avec reportage en direct. Avec reportage en direct, il est revenu parmi nous. Il va le faire. Donc, c'est la première fois que j'affronte la foule. Oui. C'est J. Il aimait trop les mises en scène. Oui. Il aimait ça. Oui. Et je lui dis merci pour ce moment-là. Bon, c'est vrai qu'il avait aussi les flairs parce que quand on regarde tout ce qu'il a recruté comme animateur et journaliste à Siantou à l'époque, c'était vraiment ce qu'il y avait de mieux à cette époque. On connaît parfaitement les médias. Oui. Malheureusement, c'est un talent que le Cameroun a perdu. Moi, je suis très embêté de le dire. Oui. Si J. était resté au Cameroun, les médias seront autre chose que ce qu'ils sont aujourd'hui. Ça, je le dis en toute vérité. On peut ne pas l'aimer, ça, c'est pas ça qui Il avait le flair. C'est un homme qui, il vit, les médias, c'est dans son sang, c'est-à-dire que c'est pas son sang, c'est qu'il y avait M. Médias. Regardez ce qu'il fait sur RFI, il est tellement à l'aise sur tous les sujets. Pour un autodidacte, c'est formidable. Donc, il avait un super casting. Jean-Vincent Djendamondon, Cyril Bojikou, Didier Bapidi, Albert Louyonje, Bouba Ngomna, Terry Cool, devenu, bon, je vous donne le nom, Terry Cool, qui est donc Polycarpe Essomba. Oui. Terry Cool, Bobby Cooper, Monsieur Bouba Ngomna. Donc, alors, J. va me prendre pour animer le mariage d'un de ses amis au Hilton. Et je vais faire ce travail. Et à la fin, le monsieur va dire, ah ben, j'aimerais rencontrer ton petit, il a bien bossé, je n'avais pas été payé. Oui. C'est ça mon premier truc au Hilton. Moi, c'est un prestige dans tout Hilton de tenir le micro, parce que nous, les impresseurs, on aime toujours dire que j'ai fait tel stade, j'ai fait tel hôtel, j'ai fait tel endroit. Donc, c'est aussi dans notre palmarès. Et je vais aller chez le monsieur en question, il va me demander, mais tu es parti sans rien demander, est-ce à dire que tu gagnes bien, comment ça se passe, est-ce qu'on te paye? J'ai dit, bon, je touche 30 000 francs par mois. Parce qu'à Siantou, j'avais 30 000 francs par mois, donc je paye 1 000 francs par jour. Mais vous ne payez pas vos études? Non, je payais mes études. Je payais, non, non, c'est pas vrai. Je payais les études. Le premier trimestre, j'ai payé normalement.
Dès le deuxième trimestre, J.P. Remingono, je dis encore ce garçon est formidable, est allé plaider pour la gratuité de mes études. Il dit, regarde ce que cet enfant fait. Et regarde, je m'étais fait 7 km à pied pour venir faire la radio. Je dormais à Sianto, je dormais sur les bancs pour faire l'émission. Donc, il a obtenu que vous ne payiez pas. Non, il a obtenu la gratuité, mais on a plutôt donné la réduction. Je payais 50%. Donc, sur les 30 000, comme dit Samba, je payais 15 000 francs par mois. Donc, c'est 8 mois qu'il fallait payer. Donc, je payais quand même, mais j'avais 30 000 francs. Donc, ça fait total 45 000 francs. Donc. Mais il fallait venir le dimanche pour pointer 1000 francs. Donc, il fallait marcher à pied pour aller de chez moi pour la radio, parce qu'on pointait la présence. Mais si tu ne fais rien, on te paye. Et moi, je me suis dit, en restant à la maison dimanche, je paye 1000 francs. Moi, c'est beaucoup. Nous sommes en 2000, c'est beaucoup. Donc, je marchais à pied pour aller. Dès qu'on me paye, je rentre. Je marche à pied, je rentre à la maison et ça me permet d'acheter à manger et donc, de vivre ainsi. Vous rencontrez donc cet homme d'affaires dont vous animez le mariage au Hilton, et vous discutez d'un projet de radio. Non. Et on parlait plutôt de ma carrière. La radio ne lui disait rien du tout. Oui. Ça viendrait de moi. Oui. C'est-à-dire, en fait, c'est quelqu'un qui aussi, c'est un bon opportuniste. Oui. Je lui parlerai, quand il me posera la question, est-ce que les radios privées, là, ça paye même? Pourquoi tu n'es pas là, tu as le talent que tu as? Je lui dis que ma vie, c'est dans le privé. Parce que si les choses se faisaient comme ailleurs, les privés s'en sortiraient comme les collèges privés et les lycées. Et tu vois, il n'y a pas de complexe dans le privé, ainsi de suite. Et comme mon université, elle est privée, mais je n'ai pas de complexe devant les gars de l'ESTIC. Et je vais commencer à raisonner en homme de radio et entrer dans mon petit projet de rêve, lui dire comment fonctionne une radio, comment elle peut être rentable, lui parler du marché de la publicité. Et en ce moment, ma soutenance portait sur, justement, la loi sur la publicité au Cameroun. Et comme c'est lui qui fait vivre la radio, je lui parlais de comment la publicité fait vivre la radio. Dès qu'on a fini, il me dit, est-ce que tu peux écrire ce que tu dis là? J'ai dit, oui, je peux écrire. C'est même dans mon rapport de soutenance là. Le lendemain, donc j'arrive chez lui, il me sert un bon plat de riz, petit étudiant galérien, je suis content, je bois. Et moi, il me donne le vin, c'est même quelle marque de vin, je bois seulement, je suis content. Et je lui donne mon document. Et il m'appelle, il me dit, bon, voilà, on va lancer une radio. Alors, et cet homme d'affaires s'appelle Grégoire Bidanjana. Zana, le patron et vous dites dans votre... Le grand frère Bidanjana, on va donc lancer Magic FM. Alors, et vous dites dans votre livre que vous êtes à l'origine. Je suis le créateur. Et c'est vous qui avez créé, je suis le père y de compris Magic trouvé le nom Magic FM. Bah, à la fois, c'est ma deuxième radio. Hein. Sérieux? Oui. Il y a alors, même des émissions dans les télés là, qui font mal aujourd'hui, là, que c'est moi qui ai créé. Hein. Alors, comment se fait-il que vous êtes à l'origine? C'est vous qui pensez le projet Magic FM, vous imaginez le nom de baptême, et au lancement de Magic FM, vous n'avez pratiquement pas travaillé à Magic FM. Qu'est-ce qui se passe? Le grand frère Bidanjana, oui, dans sa grande générosité, il a des ambitions pour moi. Il a aussi de la compassion pour ma situation à Sianto. C'est lui qui me fera déménager d'un studio pour 2 chambres, un salon que je payais à 40 000. Près de sa maison, Odia, un quartier chic. Je parle de Odiassi, au bas-fond, là-bas, chez les gens qui se débrouillent, pour monter dans le quartier des riches. C'est pas tout le monde qui est voisin de Mebengo et des autres quand même. Oui. Et c'est lui qui me négocie l'appartement chez son amie, Madame Tagro, qui était secrétaire de Ndissamba à l'époque. Je vais vivre là-bas. Il me met dans les conditions d'un patron de sa radio. Et il commande pour moi une petite voiture Starlet. Bon Dieu, oui, je commence à rêver. Je vis dans 2 chambres, un salon, célibataire sans enfant, avec les carreaux partout dans ma barrière, seul. Je payais 40 000 francs. Il me dit, tu commences à payer quand tu auras le salaire, et ainsi de suite. Mais sauf que je vais engager des recrutements. Contacter mes amis frustrés de Ndissamba et les chasseurs de Sianto. Les mettre dans le projet. Même les Joy Fotso, je vais les appeler, les Eric Obed. Je vais aller prendre mon ami à Bomban, M. Germain Fautier, qui venait d'avoir le bac. Je lui dis, j'ai une radio, venez, on va la faire. La radio de nos rêves. On va faire de nuit du travail. 2 de mes amis, qui étaient là, mes plus proches, vont se détacher pour aller dire des choses à ce grand frère. Et ils vont l'embarrasser, puisque quand il me convoque à une réunion chez lui, j'arrive, tous ces gars sont assis. C'est à la veille de ma soutenance, s'il te plaît. J'étais content de la soutenance du BTS. Il me dira, bon voilà Cyril, vraiment, j'aime bien ton intelligence, j'aime bien, je reconnais tout ce que tu as fait jusqu'ici, mais tu ne pourras pas diriger la radio parce que, vois-tu, tu as des aînés qui sont là, ils ne veulent pas que tu les diriges. Et il y avait encore ce complet d'animateurs, comme les sous-gars de la radio, que il dit, par exemple, ton ami tel dit qu'il est ingénieur, tu ne peux pas venir le diriger, toi tu n'es qu'un animateur, et tu es encore étudiant.
je regarde, c'est lui que j'ai recruté. Et c'est lui qui a fait ça. Mais tu auras un poste, tu seras le chef de l'animation et tu seras animateur. Moi, je lui ai dit, bon, grand frère, je n'ai pas de souci. Quand il fallait créer l'idée, il n'était pas là. Quand il fallait recruter, il n'était pas là. Lui, c'est lui que j'ai recruté. Je comprends ton embarras. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Je ne t'en veux pas du tout. Mais ce qui est dommage, c'est que c'est des gens que j'ai recrutés qui sont venus faire ça. Moi, je préfère qu'ils dirigent la radio. Et moi, je vais observer. Et vous êtes parti. Et je suis parti. Et c'est comme ça que vous abandonnez le projet Magic FM. Mon honneur ne se négocie pas. Oui. Mon honneur ne se négocie pas. Je vous propose, Cyril Bojiko, de prendre une petite pause de 30 secondes et nous revenons juste derrière pour la suite de votre passionnante aventure, trajectoire dans les médias au Cameroun. Nous avons pensé. Pour mieux répondre à vos attentes, nous avons rehaussé le standing. Hotel Le Quai d'Orsay, better than what you imagine. Au cours des 20 dernières années, le développement de l'Internet mobile a révolutionné notre façon de consommer la musique. Si en 2002, le CD représentait 90% des revenus du marché musical, aujourd'hui, le streaming, c'est 2/3 des revenus engrangés. Le monde change et pour vous accompagner, LOG Music Entertainment est une agence de distribution digitale qui permet aux artistes et labels de distribuer leur musique à travers le monde sur plus de 250 plateformes de streaming telles que Boomplay, Spotify ou encore Apple Music. Alors n'attendez plus et rejoignez la nouvelle ère, musicalement vôtre. Voilà, mesdames et messieurs, retour dans cette émission avec notre invité Cyril Bojiko, le patron du groupe Balafon Média, qui vient de publier cet ouvrage « On n'arrête pas le vent », sorti aux éditions du Muntu. Nous en parlons depuis une quarantaine de minutes. Cyril Bojiko, vous avez quand même assez bourlingué, pardon pour l'expression, dans les médias au Cameroun. Et en 2002, vous êtes recruté à la CRTV comme animateur. Vous vous installez ici à Douala. Ça, vous venez de décrocher le Graal pour quelqu'un qui part d'un environnement où il se débrouille avec 30, 40, 50, 100 000 francs de salaire, payer parfois au petit bonheur la chance. Et vous venez maintenant à la télévision publique, animateur à la radio et également à la télé. C'est le rêve. Oui, en fait. À cette époque-là. C'est aussi une petite revanche parce qu'on avait été chassés comme des souris à la CRTV. Absolument. À une époque où la CRTV faisait la chasse aux collaborateurs extérieurs. Voilà. Donc, et quand l'épisode Magic FM n'aboutit pas, oui. Pour ne pas... Parce que si tu es resté à Magic FM, oui. Ça allait être très difficile avec ceux qui étaient restés et qui m'avaient combattu. Je les connaissais très bien. Oui. Je savais ce qui m'attendait. Pour que la radio de mon grand frère Nzana ne puisse pas souffrir de nos inimitiés et des conflits de personnes, j'ai préféré partir. Même si c'était mon suivi, j'ai dit que non, retournez là-bas, allez travailler. Non, laissez ça, moi, c'est pas vous. Je rentre à Siantou et j'ai dit à papa, Siantou, bon papa, je te demande pardon, je partais, mais ça n'a pas donné. Je t'ai dit que je partais comme... Là, il y a Siantou que je partais comme dirigeant d'une radio. Moi, c'était bonne chance. Je lui ai dit, bon, ça n'a pas marché. Que d'être animateur là-bas, je préfère être animateur ici.
C'est comme j'ai dit aux gens que de tourner la patte au Canada veut tourner la patte au Cameroun. Oui. Donc, je préfère être animateur ici parce que... et c'est comme ça que je resterai. Surtout 3 mois plus tard, il y a Alain Mané qui m'appelle. Je vois son appel. Après lui, je vois Roger Nebessa. Après lui, je vois Nadine Patricia Mengue. Je dis, mais pourquoi tout le monde m'appelle de la CRTV? Au moins, je veux le rappeler, il y a déjà le téléphone portable. Je veux le rappeler. Mon téléphone, son truc qui m'appelle, c'est Léonard Châtelain. Oui. Il me dit, je suis dans la ville, je voulais te voir absolument. Tu es où? Il dit que je suis à la maison. Il dit, retourne à l'hôtel Mancel. Je vais à Mancel, l'hôtel. L'enfant me dit, bon, je t'annonce une bonne nouvelle. Tu vas entrer à la CRTV parce que là, on a lancé pour aller faire la Bafoussam. Je suis le chef adjoint et toi, tu t'es mis dans mon équipe. Je lui dis merci beaucoup, grand frère. Merci infiniment. C'était un rêve de bosser à côté de toi et de travailler pour la CRTV qui nous a formés. Il dit alors tu rentres, tu fais tes papiers, tu montes tes dossiers, voilà ce qu'il te faut. Démontre, on voit la CRTV à 11h. Rendez-vous à la CRTV à 11h. La CRTV à 11h. À peine j'entre, mon téléphone sonne. Qui m'appelle? C'est Ambroise Wally. Tu es où? Je suis en baladeur. Pourquoi? Pour déposer mon dossier. Fini, tu m'appelles. Je dépose mon dossier. Je suis avec Achille Asako. Son dossier n'est pas. Achille ne t'est pas appelé. Mais il dit assez Achille. Comme j'y suis, tentons de chance ensemble avec Valérie Kémonier. J'appelle Patricia Mengue, qui était proche déjà à l'époque. Elle me dit, je dis, bon, elle me dit, mais c'est toi qu'on appelle. Il dit, mais j'ai mon ami avec qui je veux partir. C'est Achille Asako et Valérie Kémonier. C'est mon technicien à Saint-Tour. Donc, prenons Achille et ensuite. Nadine dit, OK, qui monte leur dossier. Je sors dans le bar de sans déposer mon dossier pour accompagner mes amis, monter leur dossier. Et quand on arrive pour le dossier de Paul FM, mon nom n'est pas là. Mon nom est là, mais il n'y a pas de dossier. Sur le chemin, donc, le soir, donc, surtout chez Ambroise Wally, on dit on va déposer demain. Alain Dexter est là. Wally ouvre le champagne. Il dit c'est terminé pour les médias privés. On a pris le gars. Ils vont souffrir. On va les matraquer. Et toi, tu restes FM 94. Je dis je ne comprends pas. Pour aller FM Bafoussam, FM 94, je ne comprends pas. Oui. Dis, mais et pendant ce temps, Ghislain Eban lui-même, qui non, vient d'être nommé, je dis, mais Ambroise, lui aussi a besoin de voir. Ambroise Châtelain, oh mais que Châtelain arrête ça. Il n'y aura pas deux Châtelains à Bafoussam quand même, non? Nous, on veut un Châtelain à Yaoundé et c'est toi. Gars, il faut rester, c'est la capitale, tu vois, c'est la présidence, c'est un baladeur, vise la télé, mon Dieu, vise la télé. La télé, ce n'est pas pour les gars de Bafoussam, c'est pour les gars de Yaoundé. C'est Ambroise. Il dit, regarde Alain Dexter, il fait Tube Vision. Tu vas faire tant de temps week-end. Mais tu te fais rêver, mon cher. Tu dis, waouh. Tu vois comment tu as quelques Messi. Tu dis, ouais. Toute la nuit chez Ambroise Wally, on a fait la fête. 4 h du matin, Ambroise dit, mais qu'est-ce qu'on fait même là? Allons en boîte à 4 h. Oui. On va au Catios. Arrivé au Catios, et on sortait déjà, et c'est là où nous entrons. On boit un peu de whisky. Après, il dit, mais il faut qu'on aille saluer le grand frère Ghislain. Tu sais qu'on a nommé à Douala, c'est le patron de Douala maintenant. Alors tu lui dis bonjour. Ghislain Eban. Oui. Et on allait chez Ghislain Eban. Il est aussi rentré un peu tard. Il se réveille, il nous donne une bouteille de whisky. Il dit, ah, ça tombe bien. Je te cherchais. Je t'amène à Douala. Même recrutement à Douala, Bafoussam Yaoundé. Je suis embarrassé. Oui. Finalement, je me retrouve à Douala. Oui. C'est ma terre, c'est ma ville, c'est le chemin. Voilà, et même vos débuts à la CRTV vont être assez difficiles parce que vous allez travailler pendant pratiquement 7 mois sans salaire en raison d'un certain nombre de dysfonctionnements ou alors une bureaucratie. Le même des autres administratifs que j'ai eu à Dissamba, avec mon dossier qu'on ne retrouve plus ici alors que je suis là. Oui. J'ai eu ça à Douala parce que je suis sur les tablettes de Poil FM. Oui, oui. Mon dossier est pressenti pour être déposé pour Yaoundé FM 94, mais je ne veux plus tenter de travailler à Douala. Oui. C'est normal que j'attende tant de mois sans avoir de salaire parce que je n'ai pas un dossier, je suis dans un désordre administratif. Alors, et finalement, c'est... Mais ça va s'arranger. Voilà, c'est finalement le professeur Gervais Mendozé lui-même, avec la collaboration de Joséphine Dagnou, réalisatrice à la CRTV, qui réussissent à remettre tout cela en ordre. Et vous parlez du professeur Mendozé dans votre livre avec beaucoup de déférence. Quelle image gardez-vous de Gervais Mendozé? Je me souviens quand je devais travailler, j'ai fait l'émission Champion. Oui. On parlait du que, mais comment tu prends une émission aussi importante, tu donnes un gars à Bamileke? Ah, on lui a dit ça. Il a demandé si, quand il a entendu parler de Bamileke, puisque son chauffeur perd son âme, son fils travaille avec moi à Douala.
j'étais très proche de lui, les joueurs de la CRTV, je ne vais pas le citer pour qu'il ait... Il va me dire ça que, mais, on allait dire à mon père, en fait, bon, mon père m'a rapporté que les gens sont allés te saboter chez le professeur, que, mais, comment tu prends une si belle émission à l'heure où le président regarde la télé? Tu donnes à un gars Bamileke? Il a demandé quand il est à l'antenne, est-ce qu'il parle le Bamileke? Est-ce qu'il n'est pas bon? On m'a dit qu'on a fait une sélection, c'était le meilleur. Oui, mais il y avait aussi un tel, il y avait un tel. Et puis, c'était comme ça. Oui. À partir de là, Mendoza aimait tout ce qu'on détestait. Dès qu'on fait des mauvais rapports contre vous, il vous aime. Il savait ça, qu'il y a quelque chose en vous. Il commence à s'intéresser à moi. C'est comme ça que je me retrouve dans les galas du chef de l'État. Oui. C'est-à-dire, en fait... Donc, il vous a programmé pour animer des événements présidentiels. Oui, c'est comme ça qu'il y a... Vous avez retrouvé même en Mbomeka, il me semble, Mbomeka, pour animer des événements. Bien sûr, oui. C'est comme ça qu'il y a un gala à... Recommandé par Mendoza lui-même. Oui, bien sûr, au Palais des Congrès de Yaoundé, en 2000, je ne sais plus trop, en 2004, quelque chose comme ça. Il y avait les gars, il y avait même des gens du privé, il y avait déjà LTM à l'époque. Et quand il y avait Jocelyne Nankam, devenue Jocelyne Fotso, elle était là. Jason Black aussi était là. Mais pour la CRTV, c'est moi qu'on prend. On était quatre, avec Pascal Pierre. On était, et Charles qui nous coordonnait. Mais à la CRTV, on pouvait prendre quelqu'un d'autre. C'est comme ça que je me retrouve dans le premier gala présidentiel. L'anniversaire du président Mbomeka, la CRTV devait envoyer l'impresario, c'est encore moi qu'on envoie. Puisque Nadine avait des problèmes de soucis, était soucis de santé, était à Bordeaux. C'est moi qu'on envoie en Mbomeka faire le travail. C'est un honneur pour moi. Oui. D'être choisi parmi tant de talents qu'il y a à la CRTV. Ce n'est pas forcément la présidence qui était pour moi l'enjeu. C'était de voir que je suis sorti du lot. Dans cette CRTV, vous avez des gars comme Alain Dexter qui sont bons, les Aivo qui sont bons, les Billy Shaw qui sont bons, mais qu'on vous ait choisi. Oui. Et après, il serait nommé chef de service. Et c'est quoi chef de service ici à Douala. À Douala. Oui. Régional d'ailleurs. Oui. Oui. J'étais un double chef de service. Donc ça a été pour moi un moment gratifiant où je dis merci professeur Mendoza pour ses choix. L'émission Ciné News que Jean Lormeau animait à un temps a disparu de l'antenne, quand il devait revenir dans une nouvelle formule, plus animée, je me souviens à l'époque que Michel Fotso avait demandé à la CRTV le meilleur animateur de la CRTV. Avec M. Valentin Tchemi qui dirigeait les salles de cinéma Abia et Empire Bafoussam et Le Vouri à Douala. Du service commercial, au cours d'une réunion, on posera le problème à Mendoza. Il dirait, mais mon fils qui anime trop bien comme ça, là, qui saute partout comme ça, là, que les gens aiment là. Qui dit ça, c'est Mendoza? Oui. C'est comme ça que mon nom va au groupe Fotso pour être animateur de Ciné News. Et ça me rapportait 150 000 francs par semaine. Ah oui, quand même. Hein? Non, mais imaginez, c'était 150 000 francs par semaine. Sans compter que j'étais transporté gratuitement. Et je devais être à Yaoundé tous les dimanches pour faire l'émission Ciné News. Et puis, c'était important quand même pour un Alors, jeune. il n'empêche, vous laissez tomber tout cela et un beau matin, vous décidez de claquer la porte de la CRTV et voici ce que vous écrivez au sujet de votre départ de la CRTV. Cyril Bojiko, je vais vous lire. Vous dites ceci, pardon. Alors, entre mon boulot à la CRTV qui devenait de plus en plus monotone et mes affaires à côté qui étaient au contraire en plein dynamisme, il m'a fallu faire un choix pour garder un certain équilibre dans ma tête. Je sentais déjà que je plafonnais, que la routine m'habitait et que je ne me donnais plus à fond. Je suis quelqu'un qui n'aime pas jouer quand ça concerne particulièrement le boulot, sans compter les autres considérations en interne sur ma personne. J'ai voulu quitter et changer d'air. Alors, c'était quoi ces considérations sur votre personne? Parce que vous dites sans dire les raisons de votre départ à la CRTV, d'accord, vous dites que vous ne vous sentiez plus très bien et tout, mais on ne quitte pas la CRTV simplement pour des problèmes d'humeur, parce qu'on ne se sent plus bien. C'était quoi ces autres considérations sur votre personne qui vous ont poussé à claquer la porte de la télévision publique camerounaise? Alors, je ne l'ai jamais dit, je vais le dire aujourd'hui. Allez-y. Quand le professeur Mendoza part de la CRTV, vient Amadou Valmoké. C'est lui qui fera de moi le chef de service. Sous proposition de Ghislain Eban.
et ben, on sera balayé. Tout le clan Mendozé va être balayé. Et il y aura donc une sorte de chasse aux sorcières au sein de la CRTV. Tous ceux qui étaient de Mendozé vont payer trop cher. Vont te balayer des programmes, vont te balayer des postes. Ce qu'on estimait être arrivé là par l'affinité parentale ou familiale, et ainsi de suite. Et je savais que j'étais le petit chouchou du clan Mendozé et que mon heure allait arriver. Mais je travaillais, j'ai eu Dikos Umaro, j'ai eu Lispom. Mais ça commence avec Dikos quand il est mon chef. Un autre grand monsieur. Un homme très ouvert d'esprit. C'est donc lui qui m'enseigne le modèle de management qu'il fait là. Très libéral et très ouvert et très simple avec tout le monde. Et très porté sur le travail. Valérie Dikos Umaro. Il n'est pas un animateur, la FM, ce n'est pas son truc. Et il nous laisse faire la FM que nous voulons faire. Et on a la meilleure FM de la ville à l'époque. Un jour, donc, pendant que j'avais des frictions avec un de mes collègues de service, il m'appelle à son bureau, il me dit, tu sais, pour toi qui sors du privé, ce n'est pas très facile. Je comprends tes idées, mais d'autres ne le comprennent pas. La CRTV est un système, une mastodonte, un système déjà avec des... m'a dit quoi? C'est un système figé. Oui. Voilà. C'est un système figé qui laisse très peu de place à l'innovation et à l'évolution. Je crains que tu t'ennuies beaucoup ici. Il me dit, comme ton épouse est canadienne, je te suggérerais de voir si tu ne peux pas essayer ailleurs une autre aventure. Parce que moi, je pense que ta place n'est pas ici. Me dira Valérie Dikos Umaro. Tu es trop bon et trop ambitieux pour croire que la CRTV donnera forme à tes rêves. Je crains que tu ne sois désillusionné. D'ailleurs, tu vois tes aînés qui ont cru que demain ça changerait. Et demain on les comprendrait où ils ont fini. Petit frère, ça va être chaud. Si j'ai un conseil à te donner, c'est que essaie de voir ailleurs. C'est le jour-là que je commence à déprogrammer mon séjour à la CRTV. Je lui dis, mais monsieur le directeur, je suis quand même chef de service. Il dit oui. Avec un BTS obtenu dans un collège, une université privée, c'est un miracle. Il m'a dit ça. Oui. Comme les gars de la SIC sont là avec les bacs plus 5, les masters en journée, tu vas les commander comment. Il dit, regarde comment les gens s'opposent à toi. Il dit, regarde tout ce que tu vis. Comme je vis une hostilité incroyable. Oui. Et c'est une réalité, oui. Ce qu'il décrit, c'est-à-dire qu'il y a une adversité. Oui. Oui. Entre les gars de la SIC et les gars du BTS. Oui. Et il me dit, je veux bien te protéger, mais jusqu'où? Dès qu'il sort de là. D'ailleurs, sa secrétaire d'époque, elle a écouté ma dédicace du jour, elle m'appelait, elle était en larmes. Parce qu'elle a vécu ça. Elle était là quand ça se passait. Oui. Je sors, je m'assois au bar d'en bas, j'allume 7 bouteilles. Pour la première fois de ma vie. On vient de m'assommer. On vient de me dire, ta place n'est pas ici. Il va être changé et Luspom viendra. Je vais dire, bon, au moins avec celle-ci, on va essayer de faire quelque chose. Oui. J'écrivais tous les jours des projets, des concepts de radio, des concepts d'émission. Je dis que, boss, voilà, des concepts qui peuvent marcher. Vraiment, c'est des concepts de forte audience. Il faut qu'on mette ça à l'antenne. La CRTV, c'est pas ce que tu crois. C'est bien. Marche d'abord comme les gens là, comme ça a été progressivement. Donc, en fait, le taux d'innovation à l'époque, oui. ou d'inflation était très faible à l'époque. Oui. Maintenant, avec Charles Nongo, c'est devenu différent, ça a changé. Quand Luspom va arriver, elle va vouloir implémenter nos idées. Pourquoi Luspom et moi, on s'amuse beaucoup? Elle va faire de moi son petit chouchou d'antenne. Elle va prendre toutes les propositions, mettre sur la table, on va les discuter. Et elle va dire, allons dans le sens que veut le chef, celui de l'animation. Parce que la FM, c'est d'abord une chaîne d'animation. Oui. L'info, c'est à la régionale. Et la guerre entre l'info et l'animation va être créée. Elle va trancher en faveur de l'animation. Les rapports sur elle, elle va être... Je serai depuis Yaoundé qu'elle va être balayée. Je vais sentir l'affaire venir, je vais dire, je pars. Oui. Parce que c'est très compliqué. Je crois à la force de mes idées, je vais les proposer, je vois que la chaîne a les moyens d'aller plus loin. Et je vais donc quitter le projet CRTV. Madame Chissatué me voulait depuis que j'étais à la CRTV, dit, mais ça sert à quoi de côtoyer les médias? Va là où on t'attend depuis. Oui. Et je me suis rappelé ce que m'a dit un jour mon père. Il m'a dit,
fils, il est mieux pour toi d'être là où tu comptes que là où ça compte pour toi. Oui. Mieux vaut être pour toi, il vaut mieux être là où tu comptes. Parce que là où tu comptes, c'est là où on a besoin de toi. C'est là où on veut que tu sois. Et on te donne toute ta place. Que là où ça compte pour toi, ou là où tu cherches une place et on ne te la donne pas. Oui. Quand je me suis rappelé ça, je suis donc allé à Sud FM, tapis rouge. Oui. Et donc, vous allez à Canal 2, vous y passerez 2 ans et vous dites vous-même que vous saviez de toutes les façons, en arrivant à Canal 2, que ce serait juste un passage éclair. Oui, Oui. Je le savais parce que j'avais déjà commencé, après ce que m'avait dit Nikos, à penser il faut partir en France, il faut aller au Gabon, en Côte d'Ivoire se développer, il faut aller peut-être suivre ma femme au Canada, il faut vraiment, dans ma tête, il faut créer mon entreprise de production. J'avais déjà créé Capricorn, donc il fallait mettre en place cette maison de production, il fallait la développer. Qu'est-ce qu'il fallait faire? J'ai passé 2 années de tourment en attendant, je me suis posé d'abord à Sud FM et Canal 2 pour essayer de mettre la lumière dans mes idées. Et après, tout ça restait flou. J'ai quand même créé une boîte qui tournait bien. J'avais des contrats, des quincailleries, de certaines sociétés. Je travaillais avec Camra et autres. Et puis, je vais donc aller au Canada dans cette confusion-là. Oui. Alors, quand vous allez au Canada, c'est plus pour rejoindre votre compagne qui est votre amour de jeunesse, avec qui vous avez d'ailleurs un enfant. Oui. C'est surtout pour la rejoindre ou alors vous cherchiez vos repères professionnels. Alors, est-ce que vous aviez l'ambition de faire carrière au Canada en y allant? Oui et non. Parce que vous partez au Canada en 2009. Oui. En 2009. Oui et non. Oui. Marie-Claire me disait, il faut que tu viennes. Viens voir ici comment ça se passe. Les médias sont plus développés, tu peux mieux t'en sortir. Marie-Claire, c'est la dame. C'est madame, oui. Oui. Parce que Marie-Claire, c'est ma copine de galère. Elle est cheminée. Oui. Elle connaissait l'évolution de ma carrière, elle connaissait mes ambitions. Elle me dit, ce serait plutôt bien pour toi ici, il faut venir. Alors, je lui ai dit, OK, je viens. Elle me dit, viens voir. C'est pas bon, tu rentres. Donc, je vais donc y aller. Sauf qu'arrivé là-bas, je vais tâter un peu le terrain. Je vais dire, ma place au pays. Oui. Au Canada, en regardant ce que faisaient les Canadiens de leurs médias, j'aurais une idée claire de ce que je dois faire, de ce qu'il me faut. Parce que j'avais trop de choses que je voulais, mais qu'est-ce qu'il me fallait exactement? Je vais dire, écoute, j'ai compris, je dois rentrer au pays. Ma place est là-bas. Et puis, est-ce que la séparation avec elle l'a laissé au Canada revenir au pays? J'imagine que c'était à son corps défendant. Oh oui, c'était pas. Elle m'a pas accompagné à l'aéroport. Hein. Oui. Et donc vous êtes ailleurs. C'est Félix Zoning qui m'accompagne à l'aéroport. Oui, oui. Elle m'a boudé, elle ne voulait pas. Oui. Bon, elle était allée au boulot et puis elle est rentrée, j'ai laissé mon fils avec elle et puis voilà. J'ai dit, bon, moi je rentre au pays. Et puis on s'est dit, OK, on se donne 2 ans. Si en 2 ans, c'est toi qui as réussi, moi je te rejoins. Si c'est moi, tu me rejoins. Oui. OK. J'entre au Cameroun le 5 novembre 2010. Et 5 mois plus tard, je lance Radio Balafon. Oui. Alors, avant de parler de Radio Balafon que vous lancez quand vous revenez au Cameroun, revenir, ça n'a pas été facile parce que lorsqu'on a tenté une aventure à l'étranger, revenir, c'est parfois le symbole de l'échec, non? Vous n'aviez pas un peu honte? Non, je n'avais pas honte, parce que quand je suis rentré, c'est vrai, j'avais 64 000 francs CFA en poche. Oui, parce que vous n'aviez pas grand-chose. Vous avez raté votre vol à l'aéroport. Ceux qui vous accompagnaient ont dû se cotiser pour vous donner un petit quelque chose. Donc, vous revenez pratiquement sans le sou. Oui. Alors qu'en général, on considère, pour parler comme le roi Sokudju, ceux qui vont à l'étranger, c'est un peu comme les chasseurs. Oui. On les attend avec le gibier. Alors, mais vous êtes revenu la besace vide. 3 micros et une console. 3 micros et une console. Oui. Oui. Une console que j'avais acheté en occasion. Et j'ai acheté 2 micros, on m'a offert un micro gratuit. Micro en occasion toujours. Oui. C'est ce que je ramène du Canada avec un écran. C'est tout. Oui. Donc, et quand je reviens, j'ai les pauses vides, je dois tout recommencer à zéro. Mais j'ai mon idée en tête. Je reviens pour lancer Radio Balafon. Oui. Donc, quand vous partez du Canada, l'idée de créer la radio est déjà... Elle est là parmi la maison de production. Parce que quand je veux créer la radio, à l'époque, la grande sœur Michel Ebonguet, oui. À qui je dis merci, va me dire non, lance plutôt une maison de production, comme Chop Chop. Ne crée pas de radio. Il y a un peu trop de radio qui arrivent, j'ai trop de dossiers que je reçois. Ce sera pas... Crée une maison de production et tu vendras à toutes les radios. Ça, c'est une bonne idée qu'elle me donne. Oui, oui. Mais sauf que j'ai un concept de radio qui n'existe pas. Je dis non, j'ai quand même une idée originale. Je veux quand même essayer. J'ai créé d'abord la maison de production, effectivement.
J'ai produit à Sud FM comme producteur indépendant. Je ne suis pas employé de Sud FM. Mais sauf que je sens que mon idée me dit, vas-y, fais-le, lance une radio qui libère les énergies, qui donne la parole aux gens. Fais la radio que tu veux faire. Une radio de petits fous, vraiment. Les gens sont fatigués des schémas classiques des radios. On sait que le journal se trouve par la politique. Après, c'est l'économie, on finit par le sport. Quand une radio, tu vois plutôt par le sport, tu finis par la politique. Vous voyez un peu l'idée? Voilà, le concept, c'est tout. Alors, comment... Tous les matins, il y a l'horoscope, il y a les anniversaires. Quand une radio, le matin, on parle que de politique, on fait des débats. Et puis, c'est ça, tu donnes la parole aux gens le matin. On donnait la parole aux gens. Les radios libres étaient dans la soirée. Fait la radio, tu donnes la parole aux gens le matin. Alors, dans la contre-programmation. Alors, comment réussissez-vous à lancer une radio sans argent? Alors, merci. Je dois animer, je tombe sur un marché que me donne Tanya Kodom. Un mariage qui se déroule au Saint John Plaza. Monsieur Joseph Joseph Kantsa épouse une ancienne du lycée de Budapest. Son âme aujourd'hui est décédée 11 mois après le mariage, malheureusement. Oui. Il cherchait Bojiko. Et moi, je n'étais pas là. Mais il est rentré son numéro pas. Parce qu'il veut quand même louer la salle et tout. Il ne m'obtient pas. Mais il garde en tête que je l'aurai comme impresario. C'est le rêve de mon épouse. Et je fais son mariage. Je m'en tiens avec un truc comme 1 400 000. Parce que impresario, c'est vraiment mon plus gros contrat à l'époque. Oui. Et tout ce que j'avais des commissions sur tous les contrats que je donnais aux gens. Plus tard, donc, je crée une agence qui fait dans les mariages. Je commence à organiser les petits marchés de mariage. J'achète une sono. Ce n'est pas là pour lancer la radio. J'achète la sono, j'achète des caméras. Donc, j'achète les anciennes caméras de Canal 2, que certains caméramans de Canal 2 vendaient. J'achète ça et commence à tourner avec. Donc, maintenant, quand j'avais un mariage, je faisais sono, vidéo, impresario, piano. Et tous ces instruments, donc j'avais tout ce matériel que j'achetais au fur et à mesure et j'employais des musiciens et des prestataires pour jouer dessus. Et donc vous gagnez un peu plus d'argent. À un mariage, par exemple, je fixe le montant du chanteur de la chanteuse à 200 000, n'est-ce pas? Oui. Je donne à la chanteuse, au chanteur 50 000, chanteuse 50 000, au pianiste 50 000 et location piano 50 000. Oui. Alors, un piano que j'ai acheté à 500 000, quand il te fait 20 000, ça te fait 1 million de francs. Donc vous avez déjà amorti. J'avais amorti. Oui. Même chose pour la caméra. Donc, dans un mois, je pouvais mentir avec 1 million, 1,5 million. Et j'en avais comme ça au moins 2 par mois. Donc, je me retrouve avec un montant. Je commence à acheter le matériel au fur et à mesure. Mais quand j'étais coincé, on me donne du matériel à crédit. Parce que McDonald's, qui me donne du matériel à crédit, j'utilisais beaucoup sa sono pour des grands événements. Oui. Et quand c'était plus grand comme besoin de partie, j'allais chez McDonald's. Donc, c'est le matériel de ma sono qui va commencer la radio. Hein. Ce n'était pas un matériel professionnel, non. Et maintenant, l'émetteur va être prêté par Valérie Kémonier, qui prendra l'émetteur de Tankou à Bafsan, qu'on a envoyé en dépannage et qui chômait là pour me dire, démarre d'abord avec. Et il va perdre son boulot à cause de ça. Mais sauf que pour le rétablir, je vais aller prêter de l'argent, je vais emprunter de l'argent chez Manfou David pour aller donner à son patron de me commander un émetteur pour moi et c'est là où il va être réintégré. Oui. Alors, un peu plus de 10 ans plus tard, Balafon, aujourd'hui, c'est la radio la plus écoutée de Douala selon tous les derniers sondages. Vous-même, vous animez une matinale parmi les plus rentables. Les annonceurs se bousculent dans votre matinale. C'est assez impressionnant. Et dans votre livre, vous parlez beaucoup de la radio et très peu de la télé, comme si vous n'en étiez pas fier. C'est vrai, je suis un homme de la radio. Voilà. Je suis plus un homme de la radio qu'un homme de la télé. Alors, qu'est-ce qui se passe avec Balafon TV? Ça vous a dépassé? C'est quoi le problème? Alors, je ne vous ai pas dit que j'ai eu 5 000 francs de bébé manga pour la radio, là. 5 000. Bébé manga me donnera 5 000 un jour. Quand il entendra que vous aidez à lancer la radio, c'est ça? 5 000? Oui, oui. Gaël Larode me donnera, je crois, 300 000, c'est plus trop combien. Gaël Larode. Ah oui, quand même. Un truc comme ça, vous voyez. Monsieur Ebanda Gustave me donnera 300 000. Donc j'avais des contributions. Mon bailleur, Roland Foucault, me fera un crédit de 2 millions. J'ai remboursé 1 million, il m'a dit ok, ça va. Oui. Et il m'a donné 6 mois de loyer gratuit. Je vais baisser mon train de vie. Je vivais à Bonamou Salé. Étant conscient qu'il fallait de l'argent pour lancer une radio et que je n'ai pas d'argent, je pars de Bonamou Salé, je m'installe à Bépanda l'an 2000. Tout le monde se moque de moi. Je vends ma voiture.
J'achète une autre, je mets en location. Donc, en fait, ça me dépose au travail, ça tourne là, taxi clandestin. Pas clandestin, mais en location. Donc, quand les amis venaient à Douala, ils me mon véhicule tournait avec. Ça, personne ne voyait ça. Donc, il fallait actuellement avoir de l'argent pour avancer dans le projet et pour acheter une console, un amplificateur, tout le reste. Donc, Radio Balafon est né, c'est la radio de la transpiration. Trop de transpiration pour créer cette radio. Parce que je croyais qu'il fallait que je lance une radio. Et qui va déclencher en moi cette fois? C'est M. Dindin Ferdinand, alias Papillon. On va se croiser un jour, lors de il organise un concert, et il me prend comme impresario. Je lui dis, grand, il faut que tu me payes. Parce que, vraiment, il dit, je te paye après le concert. Il dit que non, je ne veux pas les problèmes, parce que c'est difficile que tu payes après le concert. Il me dit, mais toi, tu veux me quoi avec l'argent? Je dis que mes gens doivent lancer ma radio, il me faut des équipements. Il dit, ah bon, c'est vrai ça, oui. Il me donne un peu d'argent, et je fais son spectacle. Et le lendemain, il m'appelle, il passe voir les locaux, il dit, mais tu lances quand? Il dit, je ne suis pas encore prêt. Il te faut quoi? Il dit que, il me faut ci, il me faut ça. Je n'ai pas encore les studios conformes, je n'ai pas les micros qu'il faut. Il me dit, petit, la radio, c'est ce qu'on écoute. Si le son est bon, tu lances. Et justement, ce jour-là, je me rends compte que le son est bon et je lance. Oui. Je vous propose, Cyril Bojiko, de regarder ce Vox Pop. Nous avons baladé nos micros ici à Douala pour demander à quelques personnes que nous avons rencontrées ce qu'elles pensent de Radio Balafon. Voici leurs réponses et nous revenons juste derrière pour la dernière partie de cette émission. Le groupe Balafon, c'est un groupe que je connais depuis très longtemps parce que cela a commencé avec la radio Balafon et après est venue la création de la télévision Balafon. Je pense que Balafon Média est venu un peu en quelque sorte révolutionner les médias privés actuels que nous avons. Balafon Média est un groupe qui est vraiment tellement plein d'informations et plein d'animations. Je pense que le groupe Balafon Média est un groupe de médias qui a vraiment plus pris de l'influence au Cameroun à travers de très bons reportages, un très bon journal, de très beaux plateaux TV. Tous les Camerounais le suivent, même depuis Yaoundé, je crois, et à l'international même. Moi, personnellement, je dirais que M. Cyril Bojiko, c'est la relève sur le plan médiatique au Cameroun, parce que ce qu'il fait déjà à ce niveau, c'est vraiment être très louable. Cyril Bojiko, c'est un vieux animateur des radios que je connais de par son éloquence et aussi par son charisme. Il présente très bien les émissions. Monsieur Cyril Bojiko est parti de nulle part. C'est quelqu'un qui a forgé son propre destin. D'abord, à la base, il était comptable et il a continué à travailler. Il est devenu aujourd'hui un grand journaliste, un grand patron de médias dans cette République du Cameroun. Il aime toujours donner le bon conseil, la droiture aux petits, le bon exemple, comme il a traversé le moment difficile avant d'être ce qu'il est aujourd'hui. Il aime toujours dire aux jeunes de ne pas voler, de ne pas faire de mauvaises choses, de se concentrer dans ce qu'on fait. Et dans te concentrer dans ce que tu fais, Dieu trouve les portes. Oh oui. C'est un homme de médias qui a connu beaucoup d'échelons dans l'univers des médias du Cameroun. Et c'est un homme vraiment respectable et qui tient. Alors, je tiens vraiment à l'apprécier parce que chaque jour que je regarde Balafon TV, et je suis informé de tout ce qui se passe au Cameroun. Donc j'ai un très grand respect pour lui et vu la passion qu'il a eu pour le métier, moi je ne peux que lui tirer un coup de chapeau et demander de continuer, d'aller de l'avant. Comme une chaîne et comme un promoteur, c'est pas facile. Et j'encourage ses efforts. Nous ne pouvons que lui souhaiter bon vent et que le Seigneur essaye de lui fortifier, qu'il en fasse un peu plus davantage parce que ce qu'il fait déjà pour nous sur le plan médiatique, c'est vraiment fabuleux. C'est un exemple pour tous les jeunes Camerounais. Voilà, mesdames et messieurs, retour dans cette émission avec notre invité, le patron du groupe Balafon Média, Cyril Bojiko, auteur de cette
biographie qui vient de paraître, On n'arrête pas le vent, sorti aux éditions du Muntu. Je vous le recommande. Alors, Cyril Bojiko, nous allons aborder la dernière partie de cette émission. Le temps, il tourne très très vite. Alors, je disais tout à l'heure que vous ne parlez pas beaucoup de la télévision, de Balafon TV. C'est assez complexe de faire la télé, c'est clair. C'est le projet le plus laborieux de ma vie. Voilà. Je n'avais pas su que c'était comme ça. Alors, je suis allé sans avoir tous les contours de l'affaire et c'est une expérience extraordinaire. La radio, vous avez réussi, ça c'est sûr. Il n'y a pas de débat là-dessus. C'est beaucoup plus simple que la télé. Oui. Alors, la télévision maintenant, vous n'êtes pas, par exemple, sur le satellite, sur le bouquet de Canal. Est-ce que ce n'est pas handicapant pour votre audience? Alors, nous sommes sur le satellite depuis la création de Balafon. On est sur Amels et Eutelsat. Oui. Mais on n'est pas sur le bouquet de Canal. Canal est un distributeur comme TV+, comme les autres. Oui. Comme Swecom, comme Creolink. Canal est un distributeur. Oui. Et c'est vrai que Canal, c'est quand même le bouquet de... où il faut absolument être. Parce le que prestige. Les décideurs, le prestige. Hélas. Les décideurs sont sur l'égal Canal+. Quand vous recommandez Balafon Télé à un annonceur, à un directeur de marque, il vous dit, mais cette chaîne, je ne la connais pas. Il a raison, parce que chez lui, il regarde Canal. Et Balafon n'est pas sur Canal. Mais je vous annonce déjà que nous sommes sur Canal, sur le 324 depuis quelques heures. Ah bon? Oui, bien sûr. Félicitations, c'est une évolution. C'est une consécration. Oui. C'est une consécration parce que là, nous allons rencontrer toutes les plus grandes chaînes du continent africain et même au-delà. Parce que quand vous êtes sur Canal, c'est la Champions League. Alors, c'est une responsabilité, non? Parce que vous êtes quand même conscient que la compétition, ce ne sera plus avec vos voisins ou alors vos voisins de Douala. Exactement. Ce sera avec les chaînes ivoiriennes. Les chaînes françaises aussi. Les chaînes françaises. Les chaînes angolaises. Voilà. Donc, c'est ça. Donc c'est une responsabilité pour vous. Mais puisqu'aujourd'hui, on devient Balafon Télévision Internationale, le statut a changé. Oui. Ça change le mode de gouvernance. Ça revoit les programmes. Ça revoit les plateaux, ça revoit les équipements, ça revoit un ensemble de choses. Non, c'est plus de pression, c'est plus de travail. Et demander à mes collaborateurs, depuis qu'on est passé sur Canal, j'ai perdu le sourire. Et pourquoi? Parce qu'il y a eu un enthousiasme incroyable. Tout le monde a posté, tweeté, Lady Pon, toutes les stars ont publié, Balafon est sur Canal. Ça vous met une pression incroyable. Vous demandez, c'était la télé que beaucoup de gens attendaient. Ça, je leur dis merci pour ça. Mais ils ne savent pas la pression qu'ils sont en train de me foutre. J'aurais bien voulu arriver sur Canal incognito. Vous voyez, je n'ai pas voulu faire de bruit avant. Je n'ai même pas voulu qu'on sache. Je voulais entrer sur Canal comme je fais sur mes choses, sans inauguration, sans publicité. J'entre calmement, j'observe. Et on m'adopte au fur et à mesure. Alors, vous disiez tout à l'heure que la télévision, c'est le projet le plus difficile, le plus laborieux que vous ayez mené jusqu'à présent. Oui. Qu'est-ce qui vous manque pour faire de Balafon TV ce que vous avez fait de Radio Balafon? La télé, après l'idée, c'est l'argent. Oui. On n'en avait pas suffisamment, on n'essayait même pas. Ce n'est pas la radio. La radio sans argent, j'ai essayé. La télé est ruineuse. Elle est exigeante. Jean-Benoît Tanier, on loue le satellite à pas moins de 3 millions de francs le mois. 3 millions par mois. Il n'est pas moins de 3 millions de mois. Et parfois, il faut être sur 2-3 satellites au même moment. Donc, dans les 10 millions de francs tous les mois. Les lumières que vous voyez, la plus petite puissance, c'est 250 watts. Quand les factures du courant arrivent, c'est incroyable. Vous avez un personnel, la radio... Un gars vous fait une émission, un seul gars vous fait une émission, il fait la console, il met le micro, à Balafon, au départ, je suis technicien animateur. J'avais mon invité en face, 2 personnes font une émission en radio. Ou une personne. Oui. En télé, ce n'est pas possible. Il faut un cadreur, un monteur, un réalisateur, un technicien de lumière, un technicien de son. Et vous-même, ça fait 5 au minimum. Vous comprenez? Les contenus. En radio, vous jouez les musiques gratuitement. En télé, pour diffuser une série d'un Camerounais, ce n'est pas moins de 100 000 francs l'épisode. C'est 52 épisodes. Programmation quotidienne, c'est 2 mois et demi terminé. Il faut mettre 200 millions par an pour avoir au moins 4 séries et ne pas la répéter sur l'année. C'est énorme. Bon, après, il y a aussi les annonceurs quand même. Ben oui, mais
Au Cameroun, le budget est tellement faible. Les budgets de com, c'est ça? Oui, bien sûr. Ça fait que c'est pas comme en Côte d'Ivoire, par exemple. Au Burkina Faso, par exemple, c'est 3 fois plus qu'au Cameroun. Mais il va falloir qu'on revoie ça. Vous avez encore des marques qui paient les spots à 50 000 francs la diffusion. Vous vous demandez, mais c'est pourquoi? C'est pourquoi? Mais le même spot au Burkina, c'est 150 000 francs pour 30 secondes. Oui. La télé coûte extrêmement cher. La télé, c'est un luxe, c'est un prestige. Est-ce que vous n'avez pas essayé de trouver des investisseurs, des banques qui vous accompagnent dans le projet? Je suis endetté pour ça. Oui. Que ce soit BGFI Bank, que ce soit... Je suis endetté partout, j'ai pris des crédits, même dans les tontines. Écoutez, par exemple, vous commentez un match à la radio, mais la télé, il faut écrire à la FIFA, il faut écrire à la CAF. On vous vend un seul match dans une table à 40-50 millions. Vous partez demander à un annonceur, récupère-moi ça, il te dit que moi je mets seulement 5 millions. Vous faites quoi? Ouais. Et le public est extrêmement exigeant. L'avantage avec la radio, c'est que dès qu'un gars a mis la main au volant, il zappe difficilement. Oui. Vous comprenez? Oui. Donc quand il est au volant, il va au travail, il a mis votre radio balafon là, il zappe difficilement parce que la main est sur le levier de vitesse, l'autre main est au volant. Hein? Donc il n'y a pas le temps de changer, parce qu'en changeant, il peut me faire un accident. Il devait changer à l'arrivée. Au moins sur le trajet, vous l'avez convaincu. Oui. La télé, le gars a la télécommande. On zappe Il facilement. a le téléphone ici, la télécommande Oui. là-bas. Donc pendant qu'il envoie les WhatsApp, il entend des zapper. Il zappe rien parce que la télé est difficile. Oui. Je voudrais rendre un hommage à tous les patrons de télé. C'est mon projet le plus laborieux. Si j'avais lu un seul livre sur comment créer une télé, peut-être j'aurais plutôt créé une école de formation. Oui. Alors, est-ce que vous Mais allez... une fois qu'on est dedans, oui. Une fois qu'on s'est lancé, mais Jean-Benoît, quand vous vendez votre voiture pour rouler en pick-up, personne ne voit que j'ai vendu une voiture de pick-up. Personne ne voit ça. Parce que pour acheter 2 séries, vous vendez une voiture. Oui. Sinon, vous ne l'avez pas, vous faites quoi? Alors, donc, je voulais demander aux Camerounais d'être indulgents et d'apprécier ce que le Cameroun propose. D'autres ont la chance d'avoir des investisseurs dans le secteur de l'audiovisuel. Au Cameroun, vous ouvrez le capital qui entre un milliardaire, après il va devenir politicien. Et il vous dit carrément, bon, tu sais que comme nous sommes, comme c'est notre chose là, il faut qu'on nous rende ça. Non. Si vous voulez rester une télé objective, faites attention à ceux qui mettent l'argent dans votre projet. Alors, c'est pour ça que vous hésitez à ouvrir le capital de Balafon Média? Oui, bien sûr, parce que d'abord, c'est la télé du personnel. Oui. Parce que vous ne voulez pas que votre média soit contrôlé? Il y a des pressions que je n'aime pas. Je préfère supporter moi les pressions de la banque. Plutôt que les pressions des investisseurs, oui. Qui vont chercher à contrôler, y compris idéologiquement. Et même peut-être récupérer. Oui. Ce qu'ils font dans les assurances, là. Oui. Ils font ça dans les assurances. Non, la télé est trop délicate. Et la télé prend... Une télé est rentable après... Jean-Benoît Taillé. Une télé fait du bénéfice après 12 ans. 12 ans. Vous commencez à amortir véritablement après 6 ans. Donc, ceux qui viennent se mettre devant pour dire que tu as lancé la télé, gars, tu es riche, donne-moi 100 000 francs. Je dis, papa, c'est fort. Il ne comprend pas. Il ne peut pas comprendre ça. On va bientôt sortir de cette émission. Il nous reste exactement 2 minutes. On va aller très vite. Cyril Bojiko, revenons à votre bouquin. Quand on le lit, on vous sent particulièrement fier de vous-même. Ce n'est pas un problème. Rassurez-vous, ce n'est pas un souci. Alors, j'observe également que vous êtes très soucieux de comment vous aimeriez paraître dans l'histoire. Vous êtes très soucieux de ce qu'on dira de vous demain. Est-ce que c'est quelque chose qui guide chacune de vos actions? Parce que dans plusieurs passages de votre livre, vous dites, voilà, quand je vais mourir, j'aurais fait ci, quand j'aurais... Bref, c'est quelque chose qui est très présent dans votre discours. Pourquoi? La mort, c'est la fin de la vie, mais ça ne devrait pas être la fin de l'existence. Je ne suis pas venu au monde, je n'apparais pas pour disparaître sans laisser des traces. Oui. Je travaille à marquer mon temps, à marquer les gens, à marquer mon époque. C'est le rêve de tout le monde qu'après moi, qu'on se souvienne de moi. Oui. Et pour cela, je devrais faire des choses qui plaisent aux gens, des choses qui aident les gens. Jean-Bruno, je suis venu sur Terre pour aider les gens et être heureux. C'est tout. Aider les gens et être heureux. C'est quoi pour vous être heureux?
Être heureux, c'est de pouvoir faire ce que je suis venu, aider les gens. Ce n'est pas en distribuant de l'argent, j'en ai pas pour distribuer. C'est quand les gens vous font un retour sur votre radio, comment ça les aide à gérer le stress, à gérer les embouteillages, comment en écoutant vos coachings, ils ont pu réaliser quelque chose dans leur vie, comment ils voulaient divorcer, en écoutant mes conseils, ils n'ont pas divorcé. Moi, c'est ça. Donner du sens à ma vie, c'est être utile à la société. Le problème du Cameroun, Jean-Bruno Tanier, c'est que les Camerounais, quand ils se lèvent le matin, ils se couchent le soir, ils veulent savoir s'ils sont importants. Mais quand je me lève le matin, je me couche le soir, je veux savoir si j'étais utile. Ouais. Non, je suis plus à être important qu'à être utile. Sont utiles les uns des autres. Pas tous ne sont pas comme ça. Vous comprenez? Non, c'est de donner du sens à ma vie en étant utile à la société qui me rend heureux. Je vous trouve très lucide aussi. Dans votre livre, j'ai adoré une formule que vous dites, que vous avez écrite, la formule dans votre livre, et je vous cite: de nombreuses personnes sont présentes dans ma cour, mais très peu sont dans ma maison. Oui, parce que l'être humain est fait de besoins. Lorsqu'un être humain est fait de besoins, il devient incohérent. Il a des contradictions. Parfois même, il est conflictuel. Parce que l'homme évolue au gré de ses intérêts et de ses besoins. Faites attention. Pour ce que vous êtes, les gens viendront autour de vous. Mais méfiez-vous de ce que vous mettez dans votre maison. C'est votre cœur. Vous allez voir, je suis entouré de beaucoup de gens. Mais je sais ce que je pense de chacun autour de moi. Je sais qui est qui. Donc, on n'ouvre pas sa maison à tout le monde. Oui. On peut ouvrir sa cour à tout le monde. Et se mettre au balcon et regarder chacun, ou descendre dans la terrasse et écouter chacun et lui dire, toi tu entres, toi tu attends. Donc, le fait de voir trop de gens autour de moi, on dit, ah, fais attention, tu sais, le dehors est mauvais, tout le monde n'est pas content de toi. Je dis, je connais tous ceux qui ne sont pas contents de moi. Je les connais très bien. Cyril Bojiko, pour finir, dernière question. Cyril Bojiko, est-ce que vous êtes riche? Jean-Bruno, l'argent, c'est pas... Non, vous n'allez pas nous faire ce coup-là. L'argent, ne dites pas aussi que l'argent ne fait pas le bonheur. Attention, vous n'allez pas nous faire ça, Cyril Bojiko. Ouais. Avoir une pensée, une idée, un projet et réaliser, c'est être riche. Bon, très bien. Être entouré des gens aussi formidables que sont les employés de Balafon et le personnel, c'est être riche. Se lever le matin et se coucher le soir sans être assisté médicalement, c'est être riche. Pouvoir donner à manger à la maison et donner à manger à ceux qui ont faim. Pouvoir offrir une couveuse à l'hôpital d'Abomban. Pouvoir payer les salaires tous les mois que Dieu a créé à Balafon, c'est être riche. Bon, j'ai du mal à poser ma question. Et avoir des gens comme Jean-Bruno Tanier à ses côtés et être interviewé. Si Jean-Bruno Tanier interviewe n'importe qui, c'est être riche. C'est quoi la richesse? J'ai du mal à poser ma question. Est-ce que vous êtes riche en argent? Si, écoutez, je suis un homme d'affaires. L'homme d'affaires produit de l'argent, il produit de la richesse. Oui. Il produit de la valeur, il produit des services, il produit de la richesse. Oui, j'ai de l'argent, mais pour mes besoins. Je n'en ai pas trop. J'en ai suffisamment pour régler mes problèmes, pour régler mes besoins et ceux de ceux à qui je suis redevable de quelque chose ou de quelque service. Oui. Dire que je n'en ai pas, c'est insulter Dieu. Jean-Bruno, la caméra s'achète avec de l'argent. Il n'y a pas une caméra qui coûte moins de 3,5 millions de francs CFA. Les caméras, la télé, ça coûte cher. Pour aller me prendre 1 milliard de francs à la banque, il faut déposer au moins 200 millions. Donc, si quelqu'un me dit qu'avec 200 millions, je ne suis pas riche, je dis, mais qu'attends, tu peux être riche. Si tu peux manger 3 repas par jour, c'est bon. Tu peux te soigner sans demander de l'aide aux gens, c'est bon. Une fois que vous n'êtes pas financièrement assisté pour des besoins qui vous sont personnels, vous êtes riche, Jean-Bruno Tanier. Oui, je suis riche. Cyril Bojiko, merci. Merci. Mesdames et messieurs, merci d'avoir regardé cette édition de Autant le dire. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec un autre invité et ce sera avec le même plaisir.